voir le dos. Très rapidement, on va vous donner aussi la possibilité d'intervenir. Vous n'hésitez pas également à tout moment, si vous avez une question, un commentaire, une suggestion, d'intervenir de votre côté, on passera le micro. Donc, avant de présenter un petit peu, je vais la laisser se présenter toute seule. Ça serait bien de savoir un peu qui est dans la salle. Donc en fait, on a des étudiants de l'ISAM, c'est ça, hein, l'ISAM, donc l'Institut supérieur des arts multimédia de... Vous êtes en quelle section? Son et montage. Son et montage, d'accord. On a aussi des étudiants de l'EDAC qui se trouvent à Molan. Levez-vous là. On a également en fait, des professionnels, des médias, des journaux, on a plusieurs réalisateurs parmi nous. Voilà. Alors, donc Lucie, tu es réalisatrice. En fait, le film qu'on a vu hier, c'est un deuxième long métrage. Avant, tu as réalisé d'autres choses. Est-ce que tu peux nous présenter un peu brièvement comment tu es arrivé à venir au cinéma? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers le cinéma en termes de parcours? Voilà, pour nous expliquer un peu cette passion. C'est une question très générale, mais voilà, qu'on puisse te connaître un petit peu. Aucun souci, merci. Donc bonjour tout le monde. Donc je vais essayer d'être un peu brève quand même. Moi j'ai un parcours un tout petit peu atypique dans le sens où j'ai pas fait vraiment d'école. En tout cas j'ai pas fait, c'est pas vrai que j'ai pas fait d'études et tout ça, mais j'ai pas réussi à rentrer dans l'école de cinéma nationale et tout ça. Donc j'ai fait un petit peu autrement. Mais bon, avant de faire ça, j'ai d'abord eu la chance de faire l'option cinéma au lycée, et je pense que c'est quand même grâce à ça, puisque je viens d'une famille où personne faisait de cinéma ou travaillait dans le secteur de la culture. Et donc je pense que c'est parce qu'il y avait cette éducation à l'image à l'école que j'ai commencé à me dire « Ah ben tiens, peut-être c'est possible d'envisager d'en faire un métier, etc. » Donc j'aimais aller au cinéma quand j'étais adolescente, mais c'est à travers cette option cinéma que j'ai pu commencer à réfléchir aux films qu'on voit, comme ce que vous êtes sûrement tous en train de faire, à faire un peu plus d'analyse filmique, et puis aussi à faire des petits travaux pratiques, et à se dire que ça me faisait envie, vraiment, quoi. Et ensuite, j'ai eu la chance de faire une classe prépa qui est unique en France encore aujourd'hui. C'était il y a 20 ans, mais voilà, aujourd'hui, c'est toujours un peu la seule prépa publique aux écoles de cinéma, où j'ai rencontré des gens avec qui je travaille encore, puisque notamment, par exemple, celle qui est mon ingénieure du son et qui est l'ingénieure du son de Chansons douces, je la connais de cette époque. Et elle, après, elle est rentrée à l'école, etc. Et donc ensuite, à l'issue de cette classe prépa, moi j'ai donc raté le concours, mais je suis allée à l'université à Paris 8, à Saint-Denis, qui était une fac de cinéma qui m'intéressait peut-être plus que d'autres parce que je savais qu'il y avait un peu de pratique et que donc c'était pas seulement pour faire de la théorie, de la critique, de l'analyse de film pour devenir professeur, etc. Et du coup, à l'issue d'un diplôme de maîtrise dans cette fac, ayant donc échoué à plusieurs concours, ayant fait aussi, on en parlait un petit peu avec Didier, 2 conservatoires de théâtre, mais pas pareil, pas les supérieurs, un dans ma ville de province et puis un dans le 9e arrondissement de Paris. Je suis arrivée à un moment où je me disais, bon bah maintenant il faudrait que je travaille ou que j'arrive à intégrer une école, et finalement j'ai eu la chance de trouver un stage dans une société de production qui s'appelle Why Not Production et qui est une société qui est assez forte en France du point de vue du cinéma d'auteur, puisqu'ils produisent des films de Jacques Audiard, ça je suis sûre que vous connaissez quand même. Non, vous connaissez Un Prophète, les Frères Sisters, tout ça vous connaissez ou pas? Oui, quand même. Et Desplechin, et puis Beauvois à l'époque, enfin toute une vague d'auteurs comme ça en France dans les années 2000. Ils ont réussi vraiment à s'imposer. Ils coproduisent aussi maintenant les films de Ken Loach, les films de Christian Mungiu, le roumain, enfin bon, bref, ils sont très forts. Et du coup, moi je suis rentrée en stage là-bas, je devais rester 1 mois, j'avais aucune expérience dans le domaine de la production, mais finalement au départ c'était surtout un travail s'apprendre vraiment sur le tas. Et puis comme ça me plaisait beaucoup d'être au contact de réalisateurs comme ça très inspirants, ben, en fait je me suis débrouillée pour rester et je suis restée 8 ans dans la société
en étant assistante un petit peu, je m'auto-proclamais couteau suisse, c'est-à-dire que j'ai fait vraiment des choses assez variées, mais qui étaient quand même toujours souvent liées au metteur en scène, au film, et pas à la partie financière ou législative, parce que ça, pour le coup, j'ai aucune formation et aucune compétence. Donc voilà. Et du coup, j'ai appris énormément de choses là-bas, parce que c'est vrai qu'il y a quasiment que soit on devient l'assistant personnel d'un réalisateur ou d'une réalisatrice, mais ça n'existe pas tellement, à part peut-être à Los Angeles. Soit effectivement, il n'y a que à la production qu'on peut voir le processus de création d'un film, vraiment du début, de la première idée, du développement, à la sortie du film en salle, qui fait aussi partie de la vie du film. Et donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, je pense, pour appréhender le métier. Et ensuite, comme du coup j'étais salariée de cette société, à la même époque je commençais à développer un projet de scénario pour que ce soit mon premier court-métrage de fiction. Et justement d'ailleurs c'était une adaptation, donc je me disais qu'on ne sera pas obligé de parler que de chansons douces, on peut aussi parler de ce court-métrage. Et donc je cherchais un producteur, je ne trouvais pas de producteur, j'avais que des noms, que des refus. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je suis dans une boîte de production. Et du coup, j'ai demandé à mon patron, puisque c'était un peu mon patron quand même, le producteur, est-ce que je peux faire mon film? Bien sûr, je vais chercher de l'argent, parce qu'en France, on a quand même tout un système de subvention qui permet de trouver de l'argent même pour un court-métrage. Et du coup, j'ai fait comme ça 2 courts-métrages avant d'écrire mon premier long et de quitter la société pour vraiment me lancer et comme réalisatrice. Et maintenant, j'ai l'impression que je peux dire que c'est mon métier, puisque je gagne ma vie comme ça, et c'est super. Voilà, mais tout ça pour dire que c'était un parcours un peu atypique et que j'ai beaucoup souffert d'un point de vue individuel de ces premiers échecs voilà, de concours. Et c'est pas forcément là, vous êtes tous rentrés dans des super formations a priori, donc vous avez déjà passé une étape, mais après vous aurez peut-être d'autres refus à plein d'endroits. Et en fait, je pense que la patience et la détermination, ça peut être des qualités vraiment majeures quand on veut se lancer dans cette affaire de faire des films, en fait, parce que c'est rare que ce soit un chemin pavé de roses et de jasmin. Voilà, donc ça c'était un peu pour le côté biographie. Après, moi j'ai travaillé du coup vraiment comme assistante avec des gens tels que Desplechin, justement, Claire Denis, un cinéaste chinois qui s'appelle Louillet. Bon, en fonction des projets qui arrivaient dans la boîte, et c'était très intéressant à chaque fois. Voilà. Et maintenant, du coup, je suis un petit peu indépendante comme ça, et je suis aussi associée dans une société de production, qui est une jeune société du coup qui s'appelle Apsara Film, et qui avait coproduit mon premier film avec Why Not, qui a été donc après avoir été mes patrons, ils sont devenus un peu mes producteurs, ils ont coproduit le premier film et ils sont également coproducteurs de chansons douces. Voilà. Et entre les deux, j'ai réalisé les 6 épisodes d'une série pour Arte. Donc là, c'était vraiment un travail de commande dans le sens où j'ai pas écrit du tout les scénarios, les scripts, mais c'était assez intéressant parce que justement, n'ayant pas fait d'école et n'ayant pas pu expérimenter beaucoup de choses comme j'espère vous le faites en ce moment, c'était une expérience qui m'a permis vraiment d'avoir des moyens que j'avais jamais eu, d'essayer des scènes que j'aurais peut-être pas osé écrire par moi-même, des scènes un peu, je sais pas moi, des scènes de cascade, des scènes de violence, enfin, d'expérimenter des terrains qui n'étaient pas familiers, et donc c'était très riche et très intéressant. Et je pense que c'était bien d'avoir fait ça avant Chanson douce, parce que du coup je me sentais aussi beaucoup plus armée quoi, face à ce défi. Voilà, la série Cannabis, du coup, je sais que maintenant elle est sur Netflix. Je ne sais pas comment ça marche Netflix en Tunisie, j'imagine très bien. Mais je sais pas, parce que je sais que ça dépend des territoires, donc je sais pas, mais j'imagine que je vous le dis comme ça en passant, si ça vous intéresse, allez voir. Voilà. Et donc après, moi, il y a ce thème de l'adaptation. On peut parler de ça, on peut parler d'autres choses. Enfin, l'intérêt, c'est vraiment qu'on discute ensemble si vous avez des questions, tout ça. Alors, juste, je fais un petit point d'élément de contexte. Donc, en France, on va dire le mode d'entrée dans le métier, il est un petit peu le même que dans la plupart des pays au monde. En fait, c'est un mode d'entrée, on va dire, sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, on passe d'abord par la période des stages, de l'assistanat, la
on a second, troisième assistant, deuxième, premier, qui permet en fait de se créer un réseau, de rentrer en fait dans des équipes et de pouvoir être coopté par différentes équipes pour pouvoir aller sur le terrain. C'est la même chose en fait dans beaucoup de pays, surtout dans des pays comme la France où il y a une industrie qui est structurée. À partir de là, donc finalement, ton parcours, c'est que tu as quand même fait une école, on va dire, l'option cinéma au lycée. Ça, c'est une particularité aussi française où vous avez en fait dès la seconde, je crois, donc l'équivalent de seconde, on a quel âge? 15 ans? Ouais. 15 ans. À peu près 15 ans, on a la possibilité d'avoir des options cinéma à l'école, c'est 3 heures par semaine en général. Par la suite, en fait, ça peut être prolongé via une école préparatoire, qui est assez unique, qui se trouve à Nantes, qui est une école assez difficile pour y rentrer. Donc il faut quand même pouvoir réussir ce concours. À partir de tests, souvent, d'analyse de l'image, du cinéma. Et après, par la suite, en fait, il y a un cursus universitaire qui n'a pas toujours existé. Depuis maintenant, dès la licence, à partir du bac, jusqu'au master. Donc Paris 8 fait partie de ces masters de cinéma, où en fait, c'est un des rares d'ailleurs, au niveau de l'université, on a des ateliers pratiques assez vite, au niveau surtout du scénario et de la réalisation. Bah là, ils ont même créé un master de réalisation en fait. Je me demande si ça n'a pas un scénario vraiment, mais en tout cas, à l'époque où j'y étais, moi, il n'y avait pas encore ça, mais là, il y a vraiment un master de réalisation qui est assez sélectif et tout ça. Bon. Et c'est... Mais après, il y a quand même pas mal, il y a quand même plusieurs facs de cinéma en France, hein, parce qu'il y en a à Paris, mais il y en a aussi... On en a une quinzaine. Moi-même, je participais à une de ces écoles, je connaissais bien la chose. Donc on a une quinzaine en fait, d'universités au niveau du cinéma qui permettent de faire ça. Mais l'essentiel, au-delà du diplôme, y compris les grandes écoles, ça reste quand même le travail sur le terrain. Alors ça, c'est un peu sur ton parcours, mais on y reviendra. Donc 3 courts-métrages, une série pour Arte, là qui est actuellement passée sur Netflix, une série sur le cannabis, tournée entre la France, le Maroc, un petit peu, et l'Espagne. Et donc 2 longs-métrages, dont un premier, peut-être que tu voudras revenir dessus, et un deuxième qui vient de sortir en Tunisie depuis hier, qui est l'adaptation du film Chanson douce. Alors voilà, on va revenir un peu à ce thème de l'adaptation. C'est-à-dire qu'en fait, Lucie, ce qui est un petit peu atypique quand même dans ton parcours, au-delà du fait que tu n'aies pas fait, on va dire, toutes les écoles les plus classiques, c'est en France, on aime bien les cases. Soit vous êtes scénariste, soit vous êtes monteur, soit vous êtes réalisateur. En général, on ne fait pas les deux, même si les choses sont en train d'évoluer. Or, il me semble que, là tu nous as parlé d'assistanat, tu es assistante réalisatrice, ou sur les scénarios de plusieurs réalisateurs. Donc tu as à la fois la casquette de scénariste, celle de comédienne, il me semble que tu joues quand même dans des... et de réalisatrice. Donc, et même de productrice. Et même de productrice. Donc 4 casquettes différentes qui permettent quand même d'évoluer dans ces différents univers. Donc là, on va se centrer, on va dire, sur, pour démarrer, sur le scénario. Je crois que ça. Alors, explique-nous, en fait, donc, ce premier court-métrage, il me semble que c'est une adaptation d'une nouvelle. Pourquoi, en fait, partir d'une nouvelle et d'un texte existant, dès ton premier projet de partir d'une adaptation, qu'est-ce qui t'a poussé à ça? Pourquoi passer par un objet littéraire déjà existant pour pouvoir réaliser? Alors, en fait, avant de faire ce film, bien sûr, j'avais fait des petits films exercices, que ce soit pendant l'option cinéma au lycée, pendant la prépa, etc. C'était pas le tout premier geste. Et surtout, j'avais fait ce que j'appelle quand même mon premier court-métrage, qui était beaucoup un film documentaire, où je filmais une amie, j'étais partie en Russie, la filmer, tout ça. Et en fait, du coup, suite à l'expérience de ce premier film documentaire, où j'avais énormément investi, j'avais dépensé le salaire de mon premier travail pour acheter une petite caméra, pour acheter le billet d'avion, pour partir, et j'avais fait des projections à Paris, et j'avais réussi à aller dans un festival. Et j'avais compris que c'était très difficile de rentrer dans le circuit des festivals en étant complètement autonome, autoproduite, parce que j'avais donc autoproduit le film. Et je m'étais dit, il faut que je fasse un film maintenant que je me confronte un peu à la fiction, que je fasse avec un producteur pour que ce soit reconnu comme un travail sérieux, ça va m'aider, etc. Enfin, j'aimais beaucoup le film et tout, mais je sentais que... Voilà. Et puis, c'était aussi se confronter à l'envie de faire un film de fiction qui était quand même plutôt ce que j'avais imaginé faire depuis très longtemps.
Et c'est peut-être un peu niais de penser ça, mais je me dis, bon là vous êtes tous vraiment beaucoup plus jeunes que moi, et je pense que quand on a 20 ans, 25 ans, etc., on a très envie de faire des choses, mais parfois on n'a pas forcément tant de choses que ça à dire. En fait, on n'a pas forcément un vécu de fou. Enfin, c'est pas qu'on doit toujours raconter sa vie, quoi. On peut avoir aussi un imaginaire complètement débridé, mais en tout cas, moi j'avais eu ce rêve d'adapter effectivement une nouvelle, qui était une nouvelle d'un auteur français qui s'appelle Pascal Quignard, donc qui est encore vivant, et enfin même très vivant à l'époque, hein, enfin même toujours très vivant, et qui en même temps est elle-même une adaptation d'un conte populaire. Donc je me disais, c'est pas non plus comme si je lui volais son idée ou je sais pas quoi. Après, j'avais pas du tout les moyens d'acheter les droits de la nouvelle de manière voilà, comme légale, mais j'avais réussi par l'intermédiaire d'une fille que j'avais rencontrée à trouver son adresse. Je lui avais écrit une lettre et donc je l'avais rencontrée une seule fois, ce qui m'avait permis de me sentir d'un point de vue moral pas en faute, puisqu'il m'avait dit d'accord. Et c'est quelqu'un qui écrit, qui est assez sérieux, qui est un peu comme un espèce de sage, un peu oriental, un peu impressionnant, quoi. Et du coup, j'avais quand même retenu de peut-être cette heure qu'on avait passée ensemble à marcher dans un parc et où je lui avais un peu expliqué mon projet, et où il m'avait dit ah oui, non, non, bon, bref. J'avais retenu qu'il m'avait dit surtout, le plus vous vous éloignerez de ma nouvelle, prenez toute la liberté que vous voulez, en fait, plus vous vous éloignerez, plus vous ferez un film intéressant, etc. Donc ça m'avait donné une sorte de liberté aussi d'avoir cette conversation. Et outre le fait que j'étais plus tranquille moralement, quoi, je veux dire, ça m'avait vraiment inspiré, en fait, ça m'avait permis de me sentir libre avec cette matière. Et donc je me dis que c'est vrai que des fois, même quand on est à l'école, parfois on doit faire des courts-métrages qui sont un peu comme des exercices, plutôt que d'essayer d'inventer des trucs où on se dit mais c'est quand même pas terrible ce que je fais, je retombe toujours dans un cliché. Des fois c'est pas complètement idiot de prendre une histoire très simple qui va d'un point A à d'un point B, avec des personnages qui sont très tranchés, et puis après on en fait ce qu'on veut en fait quelque part. Et c'est vrai que Chanson douce, c'est évidemment très différent parce que c'était un livre... comme il y a eu beaucoup de succès, il y a eu beaucoup de convoitises autour de qui allait l'adapter, etc. dans le cinéma français. Et c'est vrai que à la base de pourquoi tout le monde a voulu l'adapter, c'est pas seulement parce que ça a eu beaucoup de succès, c'est aussi parce que les personnages étaient très bien dessinés et que l'histoire elle est très forte. Donc pourquoi s'interdire parfois d'aller chercher vraiment une matière de scénario là où il y a déjà quelque chose qui est bien dessiné et qu'on n'arrive pas forcément à le faire si bien que ça quand on est jeune, et qu'en plus, moi je pense qu'on donne beaucoup de place au scénario. Je ne sais pas comment ça se passe en Tunisie, mais en France, effectivement, on a beaucoup de guichets pour financer un film, on a beaucoup de subventions, mais il y a aussi beaucoup de chaînes de télé, etc. Et c'est vrai que le scénario, il est au cœur du processus de financement. Mais en même temps, parfois, vous avez un scénario très bon qui ne va pas forcément donner un très bon film. En fait, le scénario, c'est à la fois très important, parce que souvent, si le scénario est pourri, bon, faut pas, c'est dur de faire un bon film, mais quand même, c'est pas non plus... c'est pas comme écrire un livre, en fait, le scénario, à la fin, on le jette à la poubelle, quoi. Enfin, je veux dire, on réécrit le film quand on le tourne, et puis ensuite, même au montage, souvent, on change des choses du scénario qui avait l'air vraiment de bien marcher, puis qui marche pas, en fait, dans le film. Et donc c'est vrai que parfois on croit quand on a 20 ans qu'il faut qu'on écrive soi-même quelque chose qui vient de nous, et puis en fait on se rend compte qu'on n'a pas quelque chose de si original à dire, et puis au fond c'est pas si important, parce que ce qui est important c'est aussi la manière dont on va le faire, dont on va le filmer, et est-ce qu'on arrive à trouver son univers et sa façon d'en faire un film, quoi. On peut avoir, si on faisait un exercice qui consistait à vous donner la même scène à tourner, je pense que vous feriez tous un film différent. Donc c'est comment on trouve sa propre écriture filmique. Alors en fait, donc une première expérience d'adaptation d'un auteur sur ton premier court-métrage, est-ce qu'il a vu le résultat par la suite de ce que tu as pu faire, comment tu as travaillé tout seul ou pas? Après j'aimerais revenir, avant qu'on passe aussi à ce film Chanson douce, au fait que tu aies collaboré avec des réalisateurs et des réalisatrices
type Claire Denis sur le scénario. Je pense que ça amène aussi quand même des éléments intéressants. Donc voilà, comment ça s'est passé cette première adaptation? Donc l'auteur, au départ, te dit vas-y, sens-toi libre d'adapter comme tu veux, trahis mon œuvre en faisant ce que tu veux. Tu as travaillé tout seul, tu as travaillé avec d'autres personnes. Est-ce qu'il a pu voir le résultat? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as respecté? Est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes à partir de ce travail que tu as gardé par la suite? Déjà, quand je l'avais contacté, en fait, je pense que je lui avais envoyé une version du scénario. Bon, c'était court, hein, c'était un film. Le film doit faire une trentaine de minutes, mais parce que moi, je suis souvent un peu plus longue que le scénario, mais ça devait faire 20 pages le scénario, c'était pas... voilà. Et du coup, on avait discuté aussi à partir de cette base, et je l'avais pas écrit toute seule, parce que moi, je l'écris pas seule. J'aime beaucoup écrire avec une co-scénariste. En l'occurrence, je travaille quasiment toujours avec cette personne qui s'appelle Clara Bourreau, qui a travaillé sur ce film-là, et sur mes autres courts-métrages, et sur mon premier long-métrage, Fidelio. Et pourquoi je voulais dire ça? Oui, et donc sur Chanson douce, c'est quelqu'un d'autre, mais on en reviendra après. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup mon métier aussi, parce que j'ai l'impression que c'est un métier où on n'est jamais seul. C'est-à-dire qu'à toutes les étapes de la fabrication d'un film, en fait, il y a souvent une forme soit de duo, soit de collectif, et quelque part, c'est une manière pour moi de sentir que le film est plus fort que nous, en fait, à chaque étape. Même si moi, je suis un petit peu c'est comme si j'étais un peu le capitaine du bateau et la garante que le film arrive à bon port parce que je suis là à toutes les étapes, etc. Mais je trouve ça assez agréable d'être toujours dans un dialogue, en fait. Je sais pas, peut-être j'en avais marre de jouer toute seule quand j'étais petite, j'avais envie. Et c'est un truc que j'ai mis longtemps à comprendre parce qu'au début on fantasme, enfin après chacun, il y a des gens qui voient pas du tout le métier comme ça, mais moi je sais que peut-être avant je fantasmais sur l'idée du film d'auteur, on est un auteur tout seul, voilà. Et en fait, assez vite, quelqu'un m'avait dit, mais tu verras, c'est un peu un sport collectif, etc. Et moi, je déteste le sport collectif, donc je me suis dit qu'il y a dans l'idée. Mais en fait, c'est vrai, c'est-à-dire que c'est quand même l'idée d'être tout le temps... c'est tout le temps quelque chose qui se fait à plusieurs. Après, sur le plateau, c'est pas seulement l'équipe technique, c'est aussi les acteurs. Pour moi, c'est vraiment un travail de collaboration avec les acteurs. Et en tout cas, donc, à l'étape du scénario, moi, je travaille souvent avec cette fille, et c'est vrai qu'on travaille toujours un peu de la même façon. Moi, je commence quand même par écrire toute seule, je lui envoie des choses, et elle rebondit dessus, mais c'est rare qu'elle écrive entièrement quelque chose, par exemple. Ou des fois, elle me propose une scène, mais moi, je repasse dessus, enfin, voilà. Moi, j'aime bien, par contre, voilà, être avec mon ordinateur, écrire la scène comme je me l'imagine, les dialogues comme je les sens, un premier jet, et en fait, après, on fait une sorte de ping-pong. Mais on est toujours dans un truc un peu la mode de Platon et du dialogue tout le temps, et j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on avance le mieux. Et donc j'avais déjà fait ça pour mon premier court-métrage. Et ensuite, Pascal Quignard, après ce moment un peu dingue dans un parc, je me rappelle toute ma vie, parce que franchement, je pensais qu'il ne me répondrait jamais, en fait, je ne l'ai jamais revu. C'est vrai que je l'ai sollicité après, je pense même que je lui ai envoyé, je l'ai prévenu quand le film est passé à la télévision tard la nuit, je pense que j'ai envoyé un DVD, j'ai jamais eu de nouvelles. En plus, j'étais pas très à l'aise parce que pour le coup, comme je n'avais pas payé les droits à l'éditeur, je pouvais pas tellement passer par l'éditeur pour dire hey, vous avez vu, j'ai fait un film sans vous demander les droits. Donc, j'ai jamais vraiment insisté, c'est un peu un mystère de savoir s'il l'a vu ou pas. Mais au moins, je me suis jamais dit que c'était quelque chose que je lui avais volé puisque je l'avais mis au courant. Voilà. Et évidemment, pour Chanson douce, c'est très différent puisque l'auteur était beaucoup plus... un élément important quand même après, c'est que tes deux autres casquettes que sont quand même la casquette de comédienne, le fait d'avoir lu les textes, dit les textes, d'avoir en fait respiré, senti, parlé, et le fait aussi que tu collaborais avec des réalisatrices comme Claire Denis, je pense que ça a pu apporter quelque chose. Est-ce que tu peux nous en parler? Et après, on va passer à ce monument, en quelque sorte, cette œuvre que tu as adaptée, Chanson douce. C'est vrai qu'avec Claire Denis, j'ai eu une relation vraiment particulière parce qu'au sein de Why Not Productions, la société, assez vite, le producteur Pascal Cocheteux, dont j'étais un petit peu l'assistante, me dit « Ah, est-ce que tu connais Claire Denis ?» Évidemment, je connaissais parce qu'elle est très célèbre. Et, vous connaissez Claire Denis, pas forcément, c'est qui? En fait, Claire Denis, c'est une réalisatrice qui a
plus de 60 ans maintenant. Enfin, vraiment, c'est la génération où justement il y avait quand même beaucoup moins de femmes, etc. Et qui a fait des films, qui a fait un premier film qui s'appelle Chocolat, qui avait très très bien marché. Je pense que c'est même son film qui a le plus marché. Et après, qui a fait, je sais pas dans quel ordre vous dire, hein, mais elle a fait Trouble Every Day, qui est une sorte de film sur les cannibales avec Béatrice Dalle, absolument génial. Elle a fait un film sur la Légion qui s'appelle... ça m'échappe. Bon, enfin, et elle fait des films qui sont extrêmement reconnus par la critique et par les festivals, qui sont distribués partout dans le monde, que je vous engage à chercher et à voir parce que c'est vraiment très très beau. Elle a vraiment une façon de filmer, on reconnaît tout de suite en fait qu'on est dans un film de Claire Denis. Elle a un lien très très fort avec l'Afrique parce qu'elle a grandi enfant, elle était au Cameroun, son père était parmi les colons, etc. Et du coup, elle a beaucoup filmé, c'est un peu con à dire, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup filmé les Noirs à une époque où en France on filmait, on faisait comme si tout le monde était blanc. Et du coup, elle est aussi connue pour ça, enfin, mine de rien. Et le film sur lequel on me proposait du coup d'être un peu son assistante, un peu au jour le jour aussi, parce que je l'aidais à organiser le planning de ses invitations en festival, de ses invitations en masterclass, etc. C'était justement un film où elle retournait au Cameroun pour filmer une histoire en Afrique contemporaine avec Isabelle Huppert. C'est un film qui s'appelle White Material. Et du coup, j'ai lu vraiment la première page de ce qui allait devenir le scénario, où c'était... Enfin, je me rappelle encore de certains mots, etc. Et j'ai suivi le film jusqu'à sa sortie. Alors, elle a écrit le scénario avec une grande autrice française qui s'appelle Marie Ndiaye, qui a eu elle aussi un concours pour 3 femmes puissantes. Et donc, moi, je ne travaillais pas spécialement sur le scénario, moi j'étais plutôt sur la partie logistique en fait. Mais en même temps, je lisais toutes les versions. En fait, c'est ça aussi, c'est que je pense que j'ai profité de cette opportunité quand je travaillais chez Why Not, où je faisais des choses parfois un peu ingrates d'organisation, etc. Mais pour être quand même une petite souris, j'avais accès en fait tout d'un coup à toute la matière artistique, c'est-à-dire que ce soit les différentes versions de scénario, les différentes projections de montage. Et c'était hyper formateur sur des films, en plus réalisés par des auteurs intéressants. Et donc là, je suivais le développement du scénario, je donnais mon avis aussi, mais bon, en mode très modeste, quoi. Mais là, je donnais mon avis, comme j'avais commencé d'ailleurs par faire des fiches de lecture pour Why Not, c'est comme ça que je les ai connus. Ils embauchent en fait des lecteurs, enfin ils les embauchent pas, ils les payent au black, mais ils demandent à souvent c'est des étudiants et tout ça, de lire les scénarios de manière anonyme, pour pouvoir donner des retours aux gens qui envoient des scénarios et aussi aux auteurs. Bon, pardon, je digresse. Et donc, au bout d'un moment, Marie Ndiaye et Claire avaient abouti une version de scénario, quasiment, quoi, mais c'était un peu quasiment, et Marie, elle avait vraiment fini son travail de collaboration avec Claire, d'autant que Marie, elle écrit des romans, elle n'est pas scénariste. Donc, quelque part, le côté un peu cambouis, quoi, que ça peut avoir très technique du métier de scénariste, qui est qu'on peut reprendre des bouts de scène jusqu'au dernier moment, parce qu'on se dit, ah ben finalement on a plus de décors, ah ben finalement ça s'enchaîne pas comme ça, ou on va changer le dialogue. Ça, c'est évidemment un travail qu'elle a assumé, elle a vraiment fait. Il y a plus de micro aussi. J'ai l'impression. Censure. Non, ouais, ça marche. Ça marche. Et ça marche ou pas? Ouais, pardon. Et donc, du coup, comme il fallait fournir une version de scénario au CNC, genre 3 semaines après, et que Claire ne voulait pas du tout écrire toute seule, en fait même pas physiquement prendre l'ordinateur, taper, tout ça, elle avait du mal parce qu'elle n'est pas toute jeune. Et du coup, en fait je suis allée vraiment tous les jours pendant 8 heures travailler avec elle sur le scénario, et c'est pour ça qu'après elle a eu la gentillesse de me créditer comme collaboratrice au scénario, mais c'est vrai que c'était très formateur. Parce que du coup j'étais vraiment dans des choses qui sont assez triviales, mais c'est aussi ça, quoi. Effectivement on n'écrit pas un scénario comme on écrit un roman, ou tout d'un coup un roman, je ne sais pas comment on fait pour écrire un roman, parce que moi j'admire tellement les écrivains qui arrivent à écrire quelque chose et dire voilà, ça y est, c'est fini, j'ai fait ça tout seul. Wow, ça m'impressionne beaucoup. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas le même travail, il y a aussi un travail un peu plus technique. Voilà. Et puis après, j'ai eu la chance d'aller sur le tournage où à la fois je faisais de nouveau des choses, un peu de la régie, un peu s'occuper justement d'Isabelle Huppert, de la porter son thé, enfin vraiment des trucs très basiques. Et à la fois, avec Claire, les jours où il n'y avait pas de tournage, j'allais avec elle pour réécrire les scènes en fonction
ce qui avait été fait ou pas fait, des décors qui avaient changé. Voilà. Souvent pendant le tournage, en fait, c'est pas rare de devoir réécrire un petit peu le scénario. Voilà, pour l'expérience avec Virginie, spécifiquement sur les questions. Juste à ce stade, en fait, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir ou faire des commentaires ou poser des questions? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, et sinon on passe à la phase suivante. Pas de réaction? En fait, tu as fait la remarque que tu as écrit en binôme le scénario. C'est un peu ça. Mais j'ai pas vu l'importance de l'écrire en binôme. En binôme? Oui. Merci. En fait, c'est parce que, je sais pas, moi j'ai l'impression que si j'écris toute seule, pour moi c'est comme un espèce de premier jet. Et alors, non, en plus, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que moi j'écris souvent parce que j'ai envie, par exemple, d'une scène. Je pense à une scène, soit c'est une situation, soit c'est quelque chose que j'ai envie de filmer par rapport à, je sais pas moi, un truc de lumière, une façon de filmer. Voilà, j'ai des idées de scène, je le sens bien, comme ci, comme ça. Alors j'écris un peu des trucs comme ça au début. Mais j'ai beaucoup de mal à avoir une vision de la structure de l'histoire, par exemple. D'avoir quelque chose qui fait que, même si c'est pas forcément écrit au cordeau comme dans un livre de théorie de scénario américain par exemple, mais quand même écrire un scénario c'est aussi mettre souvent on parle de films qui ont une histoire. Après on peut faire des films où il n'y a vraiment pas d'histoire et c'est expérimental, mais là on parle vraiment de films de fiction avec une histoire. Moi je pense qu'il y a un savoir-faire de scénariste qui peut aider. Moi en tout cas ma co-scénariste elle m'aide à faire le tri, si vous voulez, dans des choses que je désire pour en faire des scènes de film et arriver à les organiser pour que ce soit un petit peu agréable à lire, déjà quand on lit le scénario, et ensuite, quand on voit le film, qu'on puisse être embarqué dans une histoire petit à petit. Et ça passe par quelque chose qui est à la fois un truc de squelette, quoi, la technique, de plan, de se dire, ah oui, là, tac, parce qu'après on a ci, on a ça. Donc ça, c'est souvent... Moi, j'écris souvent comme ça au début, j'arrive pas à me retenir d'écrire des scènes, et puis après, on revient en arrière, et on fait par exemple un séquencier, ou même des fois, on dit un fil à fil, on appelle ça, où il y a juste la liste des scènes, et puis comme ça tient sur 2 pages, et on met des couleurs, et on regarde, et tout ça. Après, il y a des logiciels aussi qui font ça très bien, mais moi, je suis un peu archaïque, donc j'aime bien avoir les trucs sur du papier. Et c'est aussi avec elle, par exemple, que je vais discuter des personnages, parce que parfois, on a comme ça c'est pareil, moi, les personnages, j'ai l'impression que je les invente comme ci, comme ça. En plus, là, je suis en train de finir d'écrire un scénario, donc je suis vraiment dans cette problématique. Donc les personnages, on y pense, mais des fois pendant des années, hein, voilà, puis on commence à le faire exister, puis tout d'un coup, on a besoin de prendre un peu de recul pour se dire, mais en fait, c'est quoi son parcours à ce personnage, qu'est-ce qui va le faire changer, est-ce que c'est pas bizarre à cet endroit, tout d'un coup, il réagit comme ça lui ressemble pas, et en fait, je me dis, ah bah oui, je l'ai fait réagir comme ça parce que je trouve ça bien pour la scène, mais finalement, est-ce que c'est pas étrange? Voilà, c'est un peu tout ça. Et quelque part, voilà, puis après, c'est aussi parce que sinon, moi, ça me rend folle, en fait, d'écrire toute seule. En fait, j'aime bien cette idée que j'écris quelque chose, quand même, je le relis avant, j'écris pas n'importe quoi, enfin, j'envoie. Et après, le fait de l'envoyer à quelqu'un, ça fait que, bah, je sais pas, on repasse dessus, enfin, voilà. Je trouve ça agréable. Mais il y a des gens qui préfèrent écrire tout seul. Mais j'aime bien aussi, par exemple, faire lire, une fois qu'on a un peu travaillé tous les deux, je trouve ça assez intéressant de le faire lire à plusieurs personnes, d'avoir des retours et de mettre en commun ces retours en général, quand on le fait lire, je dis n'importe quoi, hein, comme chiffre, c'est pas une règle. Si on fait lire un scénario à 5 personnes qui sont pas les mêmes, qui sont pas juste mes meilleurs copains, ou je sais pas quoi, et qu'ils vont les 5, c'est impossible qu'ils disent exactement la même chose. Il y en a un qui va dire moi j'aime pas, moi j'aime bien,
parce que si, parce que ça. Mais quand il y a par exemple des trucs qui se recoupent dans les 5 personnes, en général, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez, s'il y a 5 personnes qui pensent pas la même chose du scénario, mais qui disent par contre cette scène, j'ai pas compris, ou je trouve ça bizarre, etc., ben, en général, c'est qu'il y a un problème que nous, on n'arrive plus à voir parce qu'on a longtemps travaillé dessus. C'est un peu pareil au montage. Hein. Enfin, après, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai... Une culture, on va dire, que j'ai prise chez Why Not Productions parce qu'ils travaillent comme ça. C'est-à-dire que le producteur, il est assez peu interventionniste sur les tournages. Il pense qu'il a des cinéastes et des auteurs qui sont forts et qui se débrouillent très bien et qu'il ne va pas arriver pour dire il faut faire comme ci, pas comme ça. Mais quand même, par contre, il pousse vraiment le travail du scénario et ensuite le travail du montage. Et beaucoup en faisant lire à beaucoup de gens, parfois de manière anonyme, justement avec des lecteurs, ce qui peut être très pénible, d'ailleurs quand on écrit, parce que du coup on se dit non mais on a des commentaires de quelqu'un, on ne sait même pas qui c'est, enfin on s'en fout en fait. Mais en fait quand on prend un peu de recul, si on recoupe 2 fiches de lecture et qu'on voit qu'il y a des défauts qui se recoupent, en général c'est qu'il y a un truc. Voilà. Alors après on peut dire, j'assume, j'ai envie que ce soit bizarre ou je sais pas quoi, mais au moins on est au courant. Et en montage c'est pareil, chez Why Not, il est vraiment très obsessionnel, même avec ça, de faire beaucoup de projections de montage à des gens, voilà, un peu neutres, un peu pas justement pas les gens qui ont mis de l'argent ou les gens, enfin vraiment des spectateurs pour tester un petit peu, parce que c'est vrai que nous on manque souvent de recul. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'a pas grand chose à perdre à faire ça. Il ne faut pas abuser après, parce que sinon on ne sait plus quoi penser. Mais je pense que ça peut être intéressant. Ça va avec l'idée qu'on fait un film pour les autres, en fait, pas pour soi. C'est-à-dire que sinon, tout le monde peut faire une petite vidéo, la mettre sur YouTube, c'est sympa. Enfin, maintenant, je veux dire, tout le monde le fait. Donc, mais l'idée d'un film, c'est quand même vraiment d'essayer de faire quelque chose et ensuite de le projeter à plusieurs personnes en même temps dans une pièce toute noire. Quoi. Voilà, si c'est une salle de cinéma, c'est mieux, mais ça marche aussi dans un truc petit. Mais c'est vraiment l'idée de le faire d'avoir envie que le film vive en fait sa vie quoi, pour d'autres gens que soi. On va se partager le micro à la salle, toi, moi. En fait, on va arriver sur ce projet quand même. Enfin, donc tu as fait un premier long métrage. On pourra revenir dessus. Enfin, si tu veux en parler, on peut peut-être en parler, c'est peut-être intéressant. Mais là, comme on est sur le thème de l'adaptation, donc tu as adapté en fait un ouvrage, un livre édité chez un grand éditeur qui a obtenu un grand prix, le plus grand prix quelque part en termes de prestige, le prix Goncourt, d'une auteure française, franco-marocaine. Et alors, souvent en fait la question qui se pose, il y a plusieurs choses. Déjà en fait c'est la relation entre l'auteur et le réalisateur. Souvent on sait que c'est pas toujours simple la relation entre l'auteur et le réalisateur. Tu nous as raconté en fait comment tu as rencontré un auteur très connu en France, le premier que tu as adapté. Tu as eu la chance de le rencontrer, c'est-à-dire que tu l'as quand même sollicité pour aller le voir et il t'a répondu. Chose qui arrive souvent quand même quand on sollicite des gens. Surtout pour des jeunes là, comme vous qui êtes étudiants, aller à la rencontre de quelqu'un que vous appréciez, un réalisateur, un auteur, en général, il y a du répondant quand vous allez les voir. Alors, souvent on dit que c'est vrai que le réalisateur va trahir l'auteur, ça c'est l'adaptation, que l'adaptation ça serait une trahison. Donc du coup tu t'attaques quand même à un monument. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse? Comment ça s'est passé au départ? J'imagine que si tu as choisi d'adapter ce livre, c'est qu'il t'a plu certainement. Nous raconter un peu comment ça s'est passé, ces premières étapes. Et là, restons centrés un petit peu sur l'histoire, l'adaptation et la relation personnelle avec l'auteur. Et après, on va passer en fait un peu plus sur le travail. Si tu veux bien, c'est-à-dire comment tu as rencontré cet auteur, comment tu as rencontré cette histoire, et quelle a été la relation que vous avez pu avoir avec Leïla Slimani. En fait, ça va être difficile d'être synthétique parce que comme l'histoire de cette adaptation est vraiment particulière, encore une fois, c'est pas du tout orthodoxe. En fait, de toute façon, je pense que chaque histoire comme ça entre relation entre auteur et réalisateur est différente selon les projets, selon les personnes, etc. Moi, il se trouve que j'ai lu ce livre parce qu'un producteur m'avait appelé, mais comme je pense énormément de gens ont eu envie d'adapter ce livre en France quand il est sorti, parce que beaucoup de gens ont senti que ça pouvait être un super film et aussi que ça allait être un succès. Parce que
c'est quand même ça le truc aussi. Les gens se disent, ah, puisque c'est un succès littéraire, peut-être ça va être un succès en salle, vite, il faut l'adapter. Ce qui, vraiment, moi, m'intéresse pas tellement, en fait. Hein. Enfin, c'est pas le truc principal qui m'excite. Donc, un producteur m'appelle, que je connaissais pas, me dit, voilà, il y a ce livre qui vient de sortir, est-ce que tu en as entendu parler, lis-le, on est en train de voir si on ne pourrait pas proposer une adaptation. Et donc, je l'achète pour ça, pour le lire dans cette perspective. Et en fait, c'est vrai que j'ai été complètement happée par le livre. C'est-à-dire que vraiment, je me disais, tiens, j'ai une semaine pour le lire, et puis en fait, je l'ai lu en une après-midi, parce que c'est une écriture très très fluide. Celui-là, il sera mieux. Ah ouais, waouh. Donc, je peux parler tout doucement. Une écriture très fluide, je le lis en un après-midi, comme on tombe un peu dans un trou, quoi, parce que c'est quand même assez effrayant comme livre. Et surtout, c'est un livre qui nous laisse une impression vraiment de malaise, de vertige. Enfin voilà, bon. Et je me dis, bon, c'est très très casse-gueule hein, pour faire un film, parce qu'il y a plein de choses pas faciles à montrer, qu'est-ce qu'on va montrer, tout ça. Mais tout de suite, je suis un peu excitée par l'idée qu'il y a deux films possibles. Il y a un film un peu naturaliste, à la française, comme on sait un peu bien faire en France, c'est-à-dire qu'en France, on a tous les films réalistes, quoi, naturalistes. Un peu drame social, tout ça. Et de l'autre, comme je trouvais que dans le livre, il y avait quand même toute une dimension un peu comme un conte, quoi, un conte très maléfique, mais un conte quand même, un truc un peu mythologique sur ce gros tabou de la... En fait, il y a plein de gens qui ne l'ont pas vu, donc je vais déflorer si j'en parle, mais c'est tant pis. Hein, voilà. Tabou de la mort des enfants, tout ça, tabou d'une femme qui est une figure maternelle et qui va devenir meurtrière, qui est en même temps un truc assez mythologique qu'on trouve dans les tragédies grecques, etc. Je me dis, il y a moyen aussi de faire un film carrément plus film de genre, en fait. Thriller, mais pas vraiment thriller, en fait. Je pensais plutôt vraiment un film un peu au conte horrifique, quoi, quelque chose comme ça. Et donc, d'avoir des moyens, enfin, un langage cinématographique qui soit un peu décalé de ce naturalisme qui est quand même un peu la généralité des films français, moi je trouve. Et ça, j'ai trouvé ça hyper excitant, et surtout je me suis dit, moi ce qui m'intéresserait, c'est pas de choisir, c'est vraiment d'essayer de mélanger les deux, pour justement peut-être faire un film qui soit un peu, qui ait son identité propre en fait, voilà, qui soit pas forcément rangé dans une case, pour revenir à la problématique des cases. Et du coup, je suis allée au rendez-vous, donc j'ai parlé de ça au producteur, là, baf, donc on a pris un rendez-vous qui trouvait ça bien, donc on a pris rendez-vous chez Gallimard, avec Leïla Slimani, mais comme, encore une fois, je pense au moins une quinzaine d'autres couples réalisateurs-producteurs à ce moment-là. Et moi, j'y suis allée de toute façon en me disant que j'avais aucune chance, justement parce qu'elle venait d'avoir le prix Goncourt et que je sentais l'enthousiasme autour de cette adaptation. Et puis en fait, dès le rendez-vous, j'ai senti que en fait, j'avais peut-être une chance parce que j'ai beaucoup aimé la rencontre avec Leïla Slimani. C'est-à-dire que j'ai oublié la dame de chez Gallimard, le bureau, le producteur avec qui j'avais pas tellement envie de travailler d'ailleurs et tout ça. Et j'ai senti tout de suite une connexion avec cette femme qui avait en fait mon âge. Et puis j'ai senti que ça lui plaisait, ce côté de ne pas vouloir choisir entre les deux. J'ai beaucoup parlé du personnage de Louise aussi parce que je trouve que c'est un personnage vraiment magnifique, enfin voilà, et que à la fois j'étais en empathie avec elle, je pouvais la comprendre, et à la fois elle fait quelque chose de monstrueux qu'on ne peut pas comprendre, et ça j'adorais quoi. Et du coup, en sortant du rendez-vous, je me suis dit, si ça se trouve, j'ai une petite chance. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que on était quasiment, on va dire, en finale, quoi. Enfin, on faisait partie des derniers projets qui gardaient, et est arrivée une autre proposition qui était emmenée par Karine Viard, qui est donc l'actrice qui joue le rôle de Louise dans le film que j'ai fait, finalement. Qui est donc une actrice qui est quand même très connue vraiment en France, c'est une star en fait, vraiment. C'est-à-dire qu'elle fait partie des 5 actrices que tout le monde reconnaît, que tout le monde adore, enfin. Et en plus, elle a l'image d'une femme très sympathique. C'est-à-dire que on dit à n'importe qui, à Karine Viard, ah, elle a l'air sympa et tout. Alors Isabelle Huppert, par exemple, tout le monde dit, ouais, elle a l'air méchante. Mais elle, tout le monde dit, elle a l'air sympa, et c'est vrai d'ailleurs. Mais du coup, je trouve que pour le rôle, c'était intéressant, parce que comme le principe, c'est que c'est un personnage, au début, à qui on doit faire confiance, qu'on rassure, et puis qui va se transformer, ça, c'est vrai que je trouve que c'était une bonne idée, quoi, de casting.
Et donc, elle a appelé un producteur qui lui a dit « Ah oui, non, les droits sont encore libres, mais il faut qu'on pense à une réalisatrice. » Et en fait, elle avait appelé une réalisatrice qui s'appelle Maïwenn, peut-être vous connaissez, qui a fait Police, qui a fait Mon Roi. Enfin voilà, c'est une réalisatrice beaucoup mieux placée que moi en termes de notoriété, de succès, et tout ça. Et donc, évidemment, ils ont gagné. Ils ont remporté la mise et moi je me suis dit bon bah ok, c'est pas pour moi Chanson douce, tant pis, ça tombe bien, j'ai un scénario à écrire depuis 2 ans, j'essaie d'écrire un scénario, je m'y mets et puis voilà. Et puis il se trouve que complètement par hasard, en plus l'année qui s'écoule par la suite est très occupée pour moi parce que j'ai un 2e enfant, donc quand même, même si je suis pas du genre à m'arrêter de travailler pour m'occuper de mon bébé pendant très longtemps, quand même ça me prend un peu de temps et d'énergie. Et à un moment où je vais présenter le bébé chez Why Not, qui est donc mes anciens collègues et tout ça, je dis à mon ancien patron que et eux font partie du projet Maïwenn, Karine Vert, tout ça. Je vous explique pas pourquoi, parce que ce serait trop long. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a 2 producteurs, ils sont dedans. Et je dis à mon ancien patron, là, j'en ai marre de m'occuper de mon bébé, j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire un film, j'en peux plus. Il me dit, ah, mais toi, tu fais que des projets que tu as écrits, tu fais pas de commandes et tout ça. Je me suis dit, mais si, l'année dernière, je voulais faire Chanson douce, et en plus, vous m'avez piqué le truc, voilà. Il me fait, ah oui, c'est vrai, hein, j'avais oublié. Et en fait, 3 semaines après, il m'appelle et il me dit, écoute, Maïwenn ne veut plus le faire. Est-ce que tu veux reprendre le projet? Donc c'était vraiment une sorte de coup du destin magnifique, qui fait que même si au début, j'avais pu avoir des doutes sur les difficultés de se lancer dans cette adaptation, à cause du sujet ou à cause de la pression liée à la notoriété du livre, en fait, je me suis dit, c'est vraiment le destin. En plus, je viens d'avoir un bébé, donc je suis maintenant en plus complètement plongée dans les sensations qui sont liées au film, les sensations de la toute petite enfance, du maternage, les angoisses de cette jeune maman qui n'arrive pas à reprendre le travail tout de suite, cette jeune maman qui ne voit pas l'évidence, enfin bref, je me suis dit c'est vraiment pour moi, en fait, il faut que j'y aille. Mais par rapport au travail même de l'adaptation, ça a eu une incidence très grande parce que du coup, le producteur m'a proposé de travailler à partir de la première version de scénario que Jérémy Elkaïm, qui a été mon co-scénariste sur ce film, avait écrit, mais pour Maïwenn, voilà, il avait écrit sans moi. Et ça, c'était une chance énorme en fait, parce qu'au lieu d'avoir un travail un peu impressionnant et titanesque, de se dire voilà, j'ai le roman, comment je sors la première version de scénario, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que j'enlève, du coup, j'ai commencé par lire cette première version de scénario, et d'abord, sans ouvrir le livre, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui manque? Moi, je me rappelle bien du livre, il m'a fait une forte impression. Je vais lister tout ce que j'ai envie de rajouter, tout ce qui ne me plaît pas, je vais l'enlever. Et ensuite, seulement après avoir fait ça, je suis retournée dans le livre pour relire précisément les passages qui m'intéressaient, être sûre que j'avais rien oublié, mais ça m'a permis en fait de travailler à l'instinct. Et du coup, ça a vraiment été une collaboration avec Jérémy, parce que du coup, il avait quand même vraiment écrit ce premier jet. Et ensuite, on s'est mis à travailler un peu comme je fais d'habitude avec ma co-scénariste. Moi, j'ai remis les mains dans son scénario et puis on faisait un ping-pong. Jérémy, je précise juste pour notre public tunisien, c'est un comédien, il est aussi réalisateur, je crois. En fait, là, il est en train de faire son premier film. C'est un comédien et surtout, c'était le compagnon et aussi le collaborateur pendant de nombreuses années de Valérie Donzelli, qui a fait plusieurs films, et notamment, ils ont fait ensemble un film qui s'appelle, ça m'échappe, sur leur enfant malade, La guerre est déclarée, qui est un mélo très très réussi, moi je trouve ça très réussi. Et donc je pense qu'il n'est pas que comédien, il a aussi une expérience derrière la caméra, et il a un amour du cinéma et tout ça. Et par ailleurs, moi je pense que, puisqu'on est toujours sur les problématiques d'écriture, je pense que les comédiens, ceux qui sont un peu, voilà, ceux qui réfléchissent, qui sont très investis et tout ça, ça peut être vraiment des collaborateurs précieux, pas que ceux qui jouent dans le film, je veux dire, parce qu'ils ont la notion de ce qui va être intéressant sur un plateau, que n'ont pas toujours les scénaristes purs, qui vont parfois juste s'intéresser à l'intrigue, être dans une approche beaucoup plus théorique finalement. Là où les comédiens, ils peuvent avoir l'instinct du dialogue, du personnage qui fait quelque chose qui n'est pas juste un moment, etc. Tu as un exemple en tête? Par exemple, en fait, le vrai exemple, c'est que par exemple, Jérémy n'a écrit que des scènes qui sont excitantes à tourner, en fait, et qui ne sont pas forcément, des fois, qui ont plus de mal à se justifier dans une dramaturgie, mais qui sont une bonne matière
pour être au plateau, se lancer. Enfin, voilà. Alors, un exemple concret, je ne sais pas à quoi vous dire. Ça vous parle ou pas? Je ne sais pas si c'est. Mais quand on dit Jérémy, c'est par exemple par rapport à la chanson. Je vous entends pas là. Par rapport au cas de Jérémy, là, c'est dans Chanson douce. Et donc, concrètement, quel type de scène dans Chanson douce Par exemple, dans Chanson douce, par exemple, la scène du yaourt, ouais. qui est une bonne scène. Souvent, on me dit, est-ce qu'elle est dans le livre ou pas? Et je dis, en fait, je ne sais même plus. Parce que dans le livre, je pense qu'il y a une notion de Louise qui les oblige à finir leurs assiettes, etc. Mais je ne sais plus s'il y a cette scène exactement. Et du coup, c'est parce qu'elle est écrite comme ça, et aussi après parce qu'elle est jouée comme ça, qu'elle devient une bonne scène. Et par exemple, une scène qui est complètement inventée. La scène du yaourt, c'est quoi? Pardon, c'est une scène où la nourrice. Alors, pas la scène où elle dit j'aime les yaourts à la poubelle, ça c'est une scène qui est plus tard dans le film. Ouais, et qui est dans le livre, il me semble. Et il y a une scène en fait où la nourrice, elle demande à la petite fille de finir son yaourt. Pourquoi pas? C'est-à-dire, elle lui dit, t'as pas fini, il en reste. Qu'est-ce que tu fais avec un yaourt comme ça, tout ça? Et à ce moment-là, la petite fille répond pas, et elle dit, on le lèche, et elle trempe son doigt dans le yaourt, et elle lui donne le doigt à lécher. Et c'est là où ça devient un petit peu gênant, parce qu'en même temps, c'est une nourrice qui dit, finis ton assiette. Pourquoi pas? C'est plutôt bien, c'est un bon principe éducatif. Mais mais une étrangère qui fait sucer son doigt à un enfant qui n'est pas le sien, ça devient un peu bizarre en fait. Bon, après, c'est aussi parce que la scène elle est tournée comme ça. En fait, c'est pas un très bon exemple parce que c'est aussi parce que la scène elle est tournée comme ça, parce que Karine, je pense que c'est elle qui a l'idée du doigt, enfin, parce qu'on fait ça avec la petite fille. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, moi j'ai l'impression que les scénaristes, et je l'ai vu aussi dans la série, parce que pour le coup c'était écrit par un pool de scénaristes, comme souvent ils étaient 3 en série, et des fois on voyait bien qu'il y avait des scènes qui étaient là parce que ça faisait avancer l'intrigue, et donc c'était pratique, mais c'était des scènes chiantes en fait. Par exemple, voilà, ça c'est un vrai exemple, il y avait un nombre de scènes dans cette série où les personnages sont dans une voiture. Putain, franchement, filmer 2 personnages qui se parlent dans une voiture, c'est ennuyeux, mais à mourir, quoi. Enfin, vraiment, je veux dire, on n'a pas le moment de mettre la caméra, à plus forte raison quand la voiture ne roule pas. Enfin, quand elle roule, ça pose des problèmes économiques, parce qu'il faut une voiture travelling, il faut des installations de machinerie et tout ça. Et alors, quand c'est à l'arrêt, les voitures aujourd'hui, c'était bien dans les films américains, parce que les voitures, elles étaient belles, mais les voitures aujourd'hui, elles sont moches, elles sont toutes pareilles, vraiment, moi, j'en pouvais plus de ces scènes de voiture, quoi. Et je me disais, mais en fait, ils y pensent pas, quoi, que vraiment, il y a 2 angles de caméra, puis après c'est fini. Enfin, je sais pas, après, c'est parce que j'aime pas les voitures et ça m'intéresse pas. Mais c'est vrai que tout d'un coup, moi, je trouvais ça pas mal quand on se disait, tiens, ce dialogue, finalement, on peut le faire, ils sortent, ils marchent, enfin, voilà. Je sais pas, il y a des trucs de faire quelque chose qui soit organiquement une bonne situation. Et c'est vrai que là, par exemple, nous deux, là, qui parlons, c'est un masterclass, mais pour une scène de cinéma, c'est un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que les acteurs, ils ont souvent beaucoup plus envie qu'on leur dise lève-toi, enfin, voilà. Je me suis levé un peu. Oui. Il se passe un truc. Bonjour. Bon, sur ce point, j'aimerais bien, parce que je connais pas le livre, je connais même pas le film aussi, mais j'aimerais bien savoir la fidélité, comment est-ce que vous vous mettez en accord avec l'écrivain pour être fidèle à son livre. C'est-à-dire, on peut remettre à 50% le livre, par exemple, ou à 100%. Est-ce que vous êtes obligé de refaire le film comme vraiment le livre? Et parfois, c'est une aventure, parce que parfois, un bon livre, on le vraiment sur l'écran, vraiment, il n'est pas bien. Oui. Voilà. Donc, en Tunisie, vous avez demandé comment ça se passe en Tunisie et tout. Donc, c'est vrai qu'il y a les études supérieures de cinéma, mais il y a une chose très importante en Tunisie, les clubs de cinéma.
et les cinéphiles, à force de forger, on devient forgeron. Parce qu'on aime vraiment le cinéma, et vu qu'on voit beaucoup de films, on a quand même une idée sur les scénarios, sur les films et tout ça. Bon, pour le moment, c'est ma question. Et excusez mon français. Bon, il y a très longtemps qu'on n'a pas parlé français. Merci. Merci. Non, mais alors effectivement, c'est bien de revenir aussi d'ailleurs à la question qui était la relation avec l'auteur finalement. J'ai raconté cette anecdote de comment je suis arrivée aux commandes de Chansons douces, le film, mais parce que je pense que c'est important par rapport au travail spécifique que j'ai fait. Mais tout ça pour dire que Leïla Slimani, du coup, s'ils ont pensé à moi pour reprendre le projet, c'est aussi parce que justement, elle avait un très bon souvenir de ce premier rendez-vous, là, le rendez-vous dans le bureau de Gallimard et tout ça. Et effectivement, du coup, elle était tranquille avec le fait que ce soit moi qui reprenne les commandes du projet. Et du coup, elle était plutôt dans une démarche, mais ça dépend vraiment des auteurs, je pense, et peut-être aussi de certains de leurs livres. Elle était vraiment dans une démarche de me laisser toute liberté, c'est-à-dire, de toute façon, elle savait que j'allais pas trahir le roman dans le sens où je lui avais dit, moi j'adore les personnages et l'histoire, je vais pas changer l'histoire, ça c'est sûr. Après, de toute façon, le livre, pour moi, il était inadaptable tel quel, ne serait-ce que parce que il adopte une chronologie. Alors, il y a une grosse trahison évidente, en fait, par rapport au livre, que les gens qui ont lu le livre voient évidemment tout de suite. En fait, le premier chapitre du livre, c'est la fin de mon film. Et c'est une scène extrêmement violente, qui est une scène de crime, que par ailleurs, moi j'avais choisi dès le début, c'est-à-dire même, je me demande si je ne l'ai pas dit au premier rendez-vous chez Gallimard, je ne voulais pas filmer cette violence en fait. Je voulais trouver un moyen de le suggérer, de l'évoquer, mais je trouvais ça vraiment pas du tout intéressant de faire un film qui s'ouvre comme ça avec cette débauche de violence, et même je ne voulais pas le filmer du tout. Et ensuite, donc ça c'est la grosse trahison évidente, mais ensuite le livre en fait il se déroule avec une chronologie qui est très flottante. C'est un roman moderne, hein, donc voilà, on est souvent on change de point de vue selon les chapitres. On rentre parfois dans l'intériorité de personnages qui apparaissent pendant un seul chapitre. On repart dans le passé du personnage principal, ce qui aurait voulu dire écrire des flashbacks, changer d'actrice, enfin toutes ces choses qu'on a finalement vite enlevées pour se concentrer sur l'intrigue principale et pour avoir la place d'avoir des scènes qui quand même prennent le temps de parler de la relation qui se noue, puisque c'est ça quand même le cœur du film pour moi, hein, c'est la relation qui se noue entre la nounou, les enfants et la mère et en moindre mesure le père, c'est-à-dire les parents, et comment ça se noue entre toutes ces entités autour de cette famille à Paris aujourd'hui, quoi. Et du coup, pour avoir le temps de faire les scènes, on ne pouvait pas passer par tous ces petits détails. Dans un livre, quelque part, on a beaucoup plus de place pour faire exister d'autres décors, d'autres personnages. Voilà, il y a aussi la question du temps, d'ailleurs, ça j'en parle pas souvent, mais c'est un détail qui n'en est pas un. Le livre se passe sur à peu près 2 ans et demi. Moi, j'avais très envie que le bébé, puisqu'il y a un bébé dans le film, ce soit un vrai personnage, donc qu'on ait vraiment des scènes où il interagit avec les autres, que ce ne soit pas juste un accessoire, parce que souvent, les bébés, c'est presque des objets, quoi, dans les films. D'ailleurs, parfois, c'est des vrais objets, c'est des poupées, hein, parce que c'est moins chiant pour tourner. Et ouais, je voulais que ce soit vraiment un personnage. Et du coup, si on avait fait le truc sur 2 ans et demi, bah, c'est l'enfer, parce qu'il faut qu'il grandisse tout le temps. Ça nous bloque complètement dans la chronologie, donc on a choisi de condenser un petit peu l'histoire. Et c'est un peu pareil pour la petite fille, une petite fille de 4 ans, 5 ans, si on prend sur 2 ans et demi, il faudrait la faire changer, et c'est pas possible en fait, c'est dommage. Donc voilà, pour des raisons aussi de fabrication, ça nous a paru mieux de condenser l'histoire. De même que ça nous a paru mieux de ne pas faire un flashback, parce qu'on a Karine Viard, qui est une super actrice pour jouer le personnage, on n'a pas envie de rajouter des scènes avec une actrice pour la jouer plus jeune, alors qu'il n'y en a pas besoin en fait, je pense, dans le film. Moi, ma manière d'être fidèle au livre de Leïla Slimani, ça a été vraiment une manière d'être fidèle aux impressions et aux sensations que j'avais eues pendant la lecture.
Et ça m'a vraiment beaucoup guidée. C'est-à-dire que c'était vraiment une boussole pour la pensée du scénario, la pensée du film, le découpage, etc. De se dire, je veux qu'on soit pris par des sensations, en fait. Et donc ça s'appuie aussi sur le fait qu'on a des enfants tout petits, des bébés, parce que c'est très émotionnel, etc. Et c'est une manière c'est dans la manière de les filmer, je voulais qu'on les sente, quoi, enfin, vraiment, parce que c'est plus effrayant aussi. Et ça s'appuie aussi sur cette façon de jouer un petit peu avec les codes du film de genre dont je parlais tout à l'heure, puisque ça, c'est un film qui fait peur. C'est comme un tour de manège qui joue sur vos sensations, où il va y avoir de la musique qui fait peur, de la lumière, des effets de montage, des effets, quoi, quelque chose qui fait de l'effet. Et pour moi, ça correspondait à quelque chose que j'avais ressenti en lisant le livre. Donc je me disais, voilà, ma manière de le trahir, forcément, puisqu'on doit choisir de faire des choses différemment, c'est aussi de ne pas le trahir d'un point de vue de sensation intérieure, voilà, de réflexion. Après, par exemple, le premier chapitre, qui est donc un chapitre qui fait quelques pages comme ça, où il y a plein de détails horribles sur la mort des enfants et tout ça, mais c'est vraiment dur, quoi. Typiquement, pour moi, c'est quelque chose, quand on le lit, on se dit, en fait, on va pas filmer ça, quoi. Enfin, moi, je me disais, alors c'est quoi, on va demander à quelqu'un de fabriquer des faux corps d'enfants. Enfin, je sais pas, je trouvais ça sans intérêt, donc c'était aussi une différence. En fait, c'est aussi la différence de ce qu'on peut écrire, où c'est juste des mots sur du papier, et où du coup, le lecteur, il peut faire une pause, il peut s'imaginer des choses ou pas. Enfin, chacun est libre, en fait, de son imaginaire. Et la violence de ce que c'est que des images qu'on prend en pleine figure, et dans le contexte d'un film où on est un petit peu enfermé dans une salle, on ne peut pas vraiment faire une pause si on imagine que c'est pour du cinéma. Après, on peut regarder un film et faire des pauses, mais vous voyez ce que je veux dire? Je trouve qu'on n'est pas du tout dans le même rapport, en fait. Un lecteur peut prendre un peu de champ. Voilà. Et du coup, tout mon travail, finalement, c'était d'essayer de rendre hommage, quelque part, au travail de Leïla Slimani, mais avec mes moyens à moi, quoi, les moyens du cinéma qui sont pas les mêmes. Et il y a un autre film, d'ailleurs, qui va être tiré du livre, un film américain, et je suis sûre qu'il sera très différent, parce que probablement que le réalisateur de ce film, il va trouver son propre discours et sa propre façon de l'interpréter, quoi. Il y a une pièce de théâtre, d'ailleurs, aussi, je crois. Oui. Oui, je l'ai vu d'ailleurs. La Comédie Française, il y a eu une adaptation. Ah, la Comédie Française. Ouais, il y a eu une adaptation par une jeune metteuse en scène qui s'appelle Pauline Bale. C'est d'ailleurs en allant voir cette pièce que je me suis dit, mais ah oui, en fait, on a vraiment adapté le livre, parce que j'entendais tout d'un coup des phrases qui étaient dans mon film, et du coup, j'ai pris conscience que c'était des phrases du roman, mais j'avais oublié au fond, parce que je les avais tellement... C'était à la fin du montage, donc je les avais entendus 125 fois, je pouvais répéter les dialogues par cœur, etc., que pour moi c'était dans le film, et en fait, tout d'un coup, je me suis dit, ben non, c'est comme un texte, c'est presque un texte classique, du coup, c'est amusant. Il y avait une question par là. Moi, j'ai vu le film hier, et j'ai eu le plaisir. Et j'en suis sortie bouleversée, vraiment. Je le suis encore, même jusqu'à maintenant, parce qu'il est touchant, en fait, même s'il n'y a pas de... En fait, il y a de la violence qui est là, en fait, elle est explicite. Mais moi, ma question se rapporte par rapport au dosage, en fait. J'ai eu l'impression que vous avez privilégié plus le côté drame social, c'est-à-dire, avec l'évolution du film, vous montriez des indices. C'était des indices, le doigt dans le yaourt, le fait de mordre l'épaule de l'enfant, etc. Et ça, c'est des indices qui montraient en fait cette facette cachée de lui, du personnage principal. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous avez, probablement consciemment, et c'est un choix voulu, ce côté de thriller, de l'intrigue, parce que vous auriez pu montrer bien avant dans le film ce côté, par exemple, avec les pieuvres, avec la maladie de cette personne-là. En fait, on n'a pas une idée jusqu'à maintenant, peut-être les 20 dernières minutes du film, où on a compris que vraiment la dame, elle était elle avait un vrai problème mental. Et donc j'ai cette
cette impression-là, c'est que vous avez privilégié ce côté social, plus cette nounou qui en fait avait une face cachée, sans que vous partiez sur l'option thriller ou avec l'intrigue violent, je veux dire. Voilà, merci. En fait, moi j'ai l'impression que c'est aussi, comme l'a dit Sophie, je crois, hier, c'est aussi parce qu'on est sur l'histoire d'une folie qui s'installe, en fait, qui n'est pas tout de suite là. C'est-à-dire que, comme vous le dites très bien, c'est vraiment dans les dernières 20 minutes où on se dit, ah non, mais en fait là, tout est possible puisqu'elle est folle, etc. Mais parce qu'en fait, au début du film, pour moi, ça correspond aussi assez bien à des états de schizophrénie ou de bipolarité qui ont touché même des personnes qui m'étaient plus ou moins proches. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va bien, en fait, et puis après, c'est des crises, c'est des phases. Et donc, pour moi, c'est une personne qui est fragile mentalement, mais au début, ça va. C'est pas seulement qu'on ne peut pas le soupçonner ou qu'on ne peut pas le voir, c'est qu'elle, elle est plutôt dans une phase où ça va. Et après, dans la deuxième partie du film, elle commence à traverser une crise qui va être en fait la pire crise de démence de sa vie, hein, probablement. Et du coup, c'est pour ça que ça ne part pas effectivement dès le début. Et c'est vrai que j'aimais bien que ça monte très doucement, enfin ça s'installe vraiment progressivement, et qu'à la limite, on ne peut même pas savoir à partir de quel moment ça s'installe. C'est un peu le ver qui s'installe dans le fruit, et puis à la fin, il a tout mangé, quoi. Mais on n'a pas de... Ça se fait de manière assez insidieuse et de l'intérieur. Et ça, c'est ce que produit le fait de ne pas avoir mis du tout d'indice sur le crime au début. Alors que moi, j'ai fait des versions de montage, c'est tout ça pour dire qu'effectivement, l'écriture, l'adaptation, mais même l'écriture, elle se travaille vraiment jusqu'au montage. Enfin, pour moi en tout cas. On a fait beaucoup de versions du film où il y avait beaucoup plus d'indices au début, etc. Et ça marche aussi. Mais en fait, c'est pas vraiment beaucoup, parce que du coup, après, on est aussi en train d'attendre quelque chose qui, en fait, n'arrive pas, puisqu'il n'y a jamais plus que ce sang, finalement. Et surtout, ça nous met dans une position de film beaucoup plus malsain. Moi, c'est un peu les films que j'appelle les films chemin de croix, où on arrive et tout de suite, on nous dit, vous savez, vous allez souffrir pendant 1h30, ça va être horrible. Vous êtes content d'être là, enfin, un peu comme les films de Haneke, par exemple, que je trouve très intéressants. Mais moi c'est pas du tout ma came, en fait, je sais pas le faire. Enfin, pour moi, c'est trop dur. Donc, ma façon, c'était plutôt de nous prendre par la main très très doucement et puis finalement de laisser le truc monter, gangréner le film petit à petit. Aussi, il y a une autre boussole pour moi dans le film qui était très importante, c'était de se dire que l'intérêt un peu du film, mais du livre, hein, enfin ça c'est vraiment ce qu'elle a imaginé, Leïla Slimani, c'est que ça nous fait très peur aussi parce que ça intervient dans quelque chose de très familier et de très quotidien. C'est vraiment le concept de l'inquiétante étrangeté qui est à peu près le seul truc que j'ai retenu de mes cours de philo de terminale, de Freud, quoi, où ça fait peur parce que ça arrive dans un truc familier, mais c'est un tout petit détail. Et en fait, c'est un ensemble de petits détails, les uns après les autres, qui finissent par aboutir à une dernière partie où ça fait peur. Mais c'est bien au début de poser le côté familier rassurant et un truc où quelque part on peut s'identifier, parce que c'est très quotidien, enfin c'est un peu un thriller du quotidien, quoi. Finalement, il ne se passe pas grand-chose, hein. On va faire des courses, on va au parc, on change les couches, enfin, là, vraiment, c'est... Mais sauf que ça se dérègle petit à petit. Moi, j'ai entendu le point de vue qui est exprimé. En fait, moi, je ne partage pas totalement. Bon, déjà, le fait qu'on découvre en fait le personnage qui devient inquiétant dans la deuxième partie. Bon, déjà, j'avais le résumé du film, donc je me doutais qu'il allait se passer quelque chose. En fait, la plupart des gens qui vont au cinéma, je ne sais pas pour vous si vous lisez le résumé avant ou vous voyez l'affiche, ça dépend des personnes. Bon. Déjà, on sait quand même qu'il s'agit enfin, pas d'un thriller, mais il y a une histoire autour de la nounou, il va se passer quelque chose. Après, ce qui est intéressant, en termes d'adaptation, on a l'habitude de dire en cinéma qu'il y a 3 adaptations, il y a 3 écritures. Le scénario, c'est un point de vue. Au niveau du scénario, au niveau du tournage et au niveau du montage. C'est 3 écritures différentes. Dans le tournage, souvent, ça passe par la caméra, parce que c'est aussi une manière d'écrire. Bon, après, c'est une lecture du scénario. Après, on peut dire aussi que quand même,
effectivement, adapter, c'est trahir. Donc, du coup, par rapport à la question de madame, à combien de pourcents, 57%, 75%, le film est fidèle ou pas, ça serait difficile à dire. C'est forcément une trahison. Donc, en fait, il y a une épure par rapport en fait, au texte de Lévi Slimani qui est proposé. À partir de là, de cette première épure dans l'adaptation, il y a quand même ce que tu as bien précisé au niveau de la temporalité, dans quelle temporalité on s'inscrit, dans quel espace-temps, le fait qu'à un moment ça se passe pendant 2 ans, que tout se passe au présent, qu'on n'ait pas de retour en flashback. Il y a un élément supplémentaire qui est intéressant au niveau du jeu, comme on a une comédienne, en l'occurrence Karine Viard, qui elle-même s'est emparée du scénario avant de faire l'adaptation. Toi-même qui viens du théâtre, également j'ai connu un petit peu ça. Là où c'est intéressant, c'est quand on voit la comédienne, sans savoir que c'est quelque chose qui va faire peur, dans son jeu déjà, dès le début, elle installe quelque chose. Elle installe quelque chose, enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, elle installe quelque chose d'assez inquiétant dès le départ, où justement en fait, elle est tellement sympathique qu'elle en fait peur. Donc du coup, elle a quelque chose en fait pour une nounou, où on sent bien dans ce jeu, il y a une construction dans le jeu, où elle met des indices. Alors après, justement, ça c'est au niveau des directions d'acteurs, donc ça c'est aussi fort en en scène sur cette phase de tournage, de préparation. Elle met des indices qui vont montrer que, en fait, elle n'est pas la personne. Alors, tu disais justement que c'est une comédienne très populaire. Ça fait, elle est beaucoup appréciée en France, c'est vrai. Tout le monde la trouve sympathique, on l'aime bien, on s'identifie à elle. D'ailleurs, elle en parle, hein, dans le jeu théâtral, on appelle ça des acteurs pour ceux qui sont. Mais elle place quand même des indices. Est-ce qu'on appelle ça la folie? Est-ce qu'on appelle ça autre chose? Elle place des indices de quelque chose d'assez inquiétant. Et au début, quand elle fait son. Comme toi, tu as fait le casting pour faire le livre, elle a fait le casting pour être prise par ce couple, pour être prise comme nous. Et elle est tellement parfaite, tellement gentille, elle sourit, c'est un peu trop crispé. Moi personnellement, ça m'angoisse, ce genre de personne. Je trouve ça assez inquiétant. Jamais je l'aurais prise comme nous parce qu'elle est tellement parfaite que c'est un peu. C'est bizarre. Et du coup, elle passe quelque chose. Tu peux, je sais pas, est-ce que tu veux réagir par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé d'instaurer par rapport à ça? Ou bien c'est juste une impression? Alors, je peux répondre de plein de façons différentes à ces réflexions. Ce qui est sûr, parce qu'on en a souvent parlé avec Karine en débat comme ça, parce qu'on a fait quelques projections où on était toutes les deux, et que souvent les gens disent « Ah, quand même, dès la première scène, comme toi, tu vois, on sent un truc. » C'est que ni l'une ni l'autre, on a essayé de construire ça au moment du tournage. C'est-à-dire de se dire « Ah, on va placer des petits indices. » En fait, Karine, elle travaille vraiment comme la plupart des acteurs, je trouve que c'est quand même la façon la plus simple, dans quelque chose qui est un abandon vraiment sur le présent du tournage, et du coup elle travaille son personnage en amont, et en fait elle a juste besoin de savoir ce qu'elle joue au présent, et donc ce qui est assez marrant, c'est que dans cette scène, ce qui lui donne à mon avis ce côté qui peut intriguer, voilà, c'est qu'en fait elle joue que Louise, elle a peur en fait, parce qu'elle a absolument besoin de ce boulot, que du coup c'est peut-être sa dernière chance, là, elle a vraiment besoin de décrocher ce boulot, et que donc elle est très tendue et elle essaye de bien présenter. Et en fait, elle joue ça, point barre. Elle essaye pas d'avoir une voix bizarre ou je sais pas quoi. Après, évidemment, on a fait plusieurs prises, donc moi j'avais le choix de prendre des choses plus ou moins marquées. Voilà, c'est presque au montage qu'on peut décider, voilà. Mais je sais qu'elle joue ça. Et après, c'est quelque chose qui est reçu, pas forcément toujours de la même façon, en plus selon les spectateurs, selon le rapport. Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que si vous voulez, elle n'est pas du tout dans l'idée d'un contrôle. Et souvent, les acteurs réellement intéressants, c'est ce qui se passe en fait. Ils ne sont pas dans l'idée d'un contrôle, ni de leur image, ni de. Elle ne s'est pas dit, je vais prendre ce rôle pour casser mon image de femme sympa et pour prouver. Elle s'est juste dit, mais moi, je vais trop m'éclater à jouer ça. Et je comprends, parce qu'effectivement, c'est un personnage, comme il passe par des états hyper variés, du coup, on ne s'ennuie jamais quoi, à jouer ça. Et par ailleurs, il n'y a pas longtemps, il m'est arrivé un truc un peu étrange par rapport à ce film, c'est que je faisais une présentation comme ça devant des gens qui font un service civique en France, enfin un groupe de jeunes gens en fait. Et il y avait parmi eux quelqu'un qui était non-voyant,
et qui n'avait pas du tout ressenti qu'elle pouvait être inquiétante au début. Et donc je pense que c'est quand même aussi avec les... C'est évidemment par son aspect physique, mais c'est aussi avec les mouvements de caméra, je pense, qu'il y a une étrangeté, puisque dans cette première scène, les autres nounous sont toutes filmées de manière très basique, presque documentaire. D'ailleurs, il y en a, c'est des vrais nounous qui sont en impro et qui racontent leur vie, en fait. Enfin, qui font comme si elles passaient un vrai entretien d'embauche. Et le fait qu'elle arrive, et ça c'était évidemment une volonté de ma part, en fait on la découvre vraiment de dos, et Myriam entend d'abord sa voix, et elle est comme attirée tout de suite par cette voix. Moi j'avais envie qu'on sente que Myriam a une espèce de coup de foudre, pas un coup de foudre amoureux, parce que c'est pas l'idée, mais pour cette nounou, parce que en réalité quand on doit recruter une nounou, c'est un peu ce qui se passe, on se fie un petit peu à un prétendu sixième sens, et donc on peut effectivement se tromper, la preuve. Mais effectivement, du coup, je pense que c'est aussi cette étrangeté de commencer avec un travelling dans son dos, d'avoir des plans sur sa nuque, d'avoir des trucs qui lui tournent autour, qui fait qu'on la trouve bizarre. En tout cas, elle, de son point de vue du jeu, voilà, c'était souvent pas... On ne calcule pas... autant moi, je calcule les effets à la caméra et éventuellement au montage, autant voilà, l'acteur, c'est quand même pas mal quand il ne calcule pas ses effets. Tout ça étant quand même pas non plus... par exemple, Karim, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement ses déplacements par rapport à la caméra et tout ça. Bon. Mais voilà. C'est l'exemple de cette scène. Pour revenir un petit peu à la relation auteur-réalisateur, donc du coup, en fait, tout à l'heure, tu nous as parlé de cette première adaptation de ton court-métrage par rapport à un auteur connu. Tu l'as contacté une première fois et puis il t'a donné quelque part son accord, mais tu ne l'as jamais revu. Là, ce deuxième auteur, également connu, en l'occurrence Leïla Slimani, donc tu l'as contacté, tu l'as vu. Est-ce que vous êtes revus? Comment ça s'est passé entre vous? Parce qu'on a l'habitude de dire que les scénaristes ou les auteurs essayent d'éviter quand même d'être absolument présents sur les plateaux, essayent d'éviter, c'est ce qu'on dit les scénaristes, de rencontrer les réalisateurs de peur justement de se sentir trahi. Apparemment, de ce que j'ai compris, ça ne s'est pas passé comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter donc cette relation que tu as pu avoir, enfin cette relation avec donc, cet auteur, Leïla Slimani? Du coup, Leïla, qui avait plutôt dit, moi, en tout cas, elle ne voulait pas participer à l'écriture du scénario, par exemple. On s'est quand même dit avec le producteur que c'était bien de lui faire lire une version avant le tournage. Moi, je me disais, c'est un peu au cas où j'aurais oublié quelque chose, ou je sais pas, où elle verrait un truc que j'aurais pas vu, et c'est bien de lui faire lire. Et j'avoue que... Donc, c'est à ce moment-là que je l'ai revu pour la première fois, après ce fameux... qui a eu lieu plus d'un an avant. Et j'avoue que j'étais un peu stressée, quoi, parce que je me dis quand même, oulala, si ça se trouve, ça va. Et en fait, elle avait... Moi, j'ai aucun souvenir qu'elle m'ait dit un truc particulier, et du coup, ça m'a complètement libérée de cette angoisse de la blesser ou de la trahir, parce que elle était en fait assez tranquille, quoi, par rapport au scénario. Et il se trouve que c'est quelqu'un qui est assez impressionnante parce qu'elle est très très brillante, qu'elle a une façon de synthétiser sa pensée, ce qui n'est pas du tout mon cas, vous voyez, parce que je parle, je fais des grandes phrases et tout ça, c'est toujours très précis et tout ça. Et puis finalement, je m'y suis habituée, on s'est revus, je sais que je lui ai montré un moment, mais pas pour lui demander son avis, quoi. Aussi parce qu'elle, elle connaît pas le milieu du cinéma, donc ça l'amuse, je lui ai montré les essais, parce que pour le rôle de Myriam, on a fait des essais avec plusieurs comédiennes, avec Karinda, pour choisir le meilleur couple possible, en fait. Et du coup, je lui ai montré, voilà, on a rigolé de ça, et puis après, moi, j'ai fait mon choix. Elle est passée une fois sur le plateau, parce que pareil, elle avait envie de voir le plateau, et elle a senti, en tout cas c'est ce qu'elle raconte, moi je l'ai à peine vue, parce que quand je suis sur le plateau, je suis concentrée, j'ai des trucs à faire, mais elle a senti que tout le monde, enfin, pour tous les acteurs, c'était un peu un coup de stress. Elle sentait que tout le monde la regardait un peu genre, là, c'est l'auteur, c'est l'auteur. Donc effectivement, elle est venue qu'une fois, quoi, voilà. Et puis, d'ailleurs, elle n'a même pas mis les pieds sur le plateau, elle est restée dans une pièce un peu loin, où il y avait un petit moniteur et tout ça. Et ensuite, elle a vu le film pendant le montage, parce que, voilà, pareil, quoi, au cas où elle aurait eu une idée de quelque chose. Et ce qui est assez drôle, c'est que pour la petite histoire, la première fois qu'elle a vu le film,
en fait, elle a juste flippé, quoi. C'est-à-dire qu'elle était vraiment comme une spectatrice. Elle l'a reçu en se disant, mais en fait, c'est vraiment horrible ce que j'ai écrit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vraiment tordu, ça fait peur. Et bon, voilà, du coup, c'était rigolo. Et puis, elle a vraiment accompagné la sortie du film. Voilà, mais d'un point de vue de stratégie de la sortie, c'était beaucoup plus intéressant que ce soit elle qui accompagne le film dans les médias, par exemple, que moi, parce que moi, je fais du connu et qu'elle, elle avait fait, je sais pas, une couverture au moment du concours et tout ça, donc elle l'a fait avec plaisir, parce que je pense qu'elle aime bien le film. Je pense qu'elle avait détesté le film, elle l'aurait pas fait. Voilà. Vous avez fait des présentations ensemble Oui, on a fait une présentation mémorable où il y avait Karine, Leïla et moi, l'avant-première à Paris qui était un peu filmée dans un cinéma Gaumont et tout ça pour faire un truc de buzz, quoi. Et c'est vrai que du coup, entre les deux, là, parce que Karine elle est bien forte aussi, je peux vous dire que ça fusait sévère. Non, mais je pense que c'est d'ailleurs à l'occasion de cette projection que ça s'est formulé le plus clairement, cette histoire de... Oui, certes, l'adaptation, c'est toujours une trahison. Je crois que c'est Jean-Claude Carrière qui a dit ça, donc ça fait un peu une grosse citation. Mais effectivement, la question de l'importance, c'est elle qui a dit ça. Elle disait l'important, c'est quand même pas l'histoire, en fait, c'est la manière dont on la raconte. Donc, elle dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que Lucie en a fait, et puis c'est aussi de voir comment les moyens du cinéma ne sont pas les mêmes que ceux de la littérature. En fait, c'est pour ça que l'adaptation est intéressante, je pense, pour tout type de livre, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on s'empare peut-être d'un imaginaire de personnages, mais au fond, l'intérêt, c'est d'en faire autre chose. Et j'ai pensé à ça aussi j'avais pas tellement préparé évidemment cette masterclass, parce que comme vous pouvez le voir, on avance un petit peu à vue. Mais j'ai repensé, non mais je veux dire, j'ai pas fait un plan de vous dire je vais vous dire ça, je vais vous dire ça. Mais je repensais à mon premier film que pour le coup j'ai écrit plutôt d'après le réel, en s'inspirant d'une amie, en récupérant beaucoup d'anecdotes de la vraie vie. Mais c'est un film qui se passe dans le milieu maritime, c'est l'histoire d'une femme marin. Et en fait, au même moment, j'ai aussi relu beaucoup de classiques de la littérature maritime, lu ou relu d'ailleurs, parce que je n'avais pas tout lu, beaucoup de livres de Conrad, etc. Et en fait, on a le droit aussi de voler un truc à un endroit. Enfin, moi, je pense, je veux dire, on va pas. De toute façon, on le fait parfois sans en avoir même conscience. Moi, j'avais fait un mémoire à la fac pour expliquer que, en fait, on était toujours. Les films sont toujours hantés quelque part par les films d'avant. Mais parfois, je pense qu'on s'en rend même pas compte, en fait. C'est comme si c'était un truc de fantôme, c'est un art de fantôme, un peu le cinéma, là, ça se perpétue. Et c'est évidemment hanté par tout ce qui a précédé, par le théâtre, la littérature, l'opéra, enfin, voilà, etc., etc. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas du tout s'interdire, quand on travaille un scénario, de se mettre à lire et à rêvasser à partir de lectures de toutes sortes. D'ailleurs, ça peut être des romans, mais ça peut aussi être un livre théorique. Enfin, voilà, je pense que tout peut être une source d'inspiration et d'enrichissement. Ça ne nous empêche pas de raconter, en fait, notre propre histoire, je pense. Alors, il va y avoir des questions. Et je profite aussi, en fait, du fait qu'on a plusieurs écoles qui sont parmi nous. Si vous avez envie, en fait, de nous dire aussi un peu le travail que vous faites en termes d'adaptation, en termes de scénario dans les écoles où vous êtes. Si, par exemple, là, ce que Lucie présente, ça vous parle ou pas, ou ça fait résonance par rapport à des choses, vous n'hésitez pas. D'ailleurs, je vais peut-être vous interroger là-dessus. Je regarde pas ça. Il y avait une question, c'est ça? Un commentaire? Parfois, quand on assiste à un travail artistique, dans n'importe quel domaine d'ailleurs, cinéma, art plastique, théâtre, etc., on est impressionné d'abord d'une manière organique ou intellectuelle, peu importe. On projette ce que nous ressentons sur le travail. Et dès qu'on commence à expliquer le travail ou présenter le travail, etc., ça gâche un peu le truc. Et on se dit, oh, j'aurais mieux fait de ne pas chercher en fait à savoir.
Et c'est là où ma question arrive, c'est que comment vous, enfin, c'est pas comment vous faites, il y a un rapport organique d'abord avec le livre, etc. Mais aussi, est-ce que d'abord vous faites des recherches intellectuelles sur comment le livre ça a été fait, le pourquoi du comment, l'auteur pourquoi il a écrit, enfin voilà. Et est-ce que quand même vous restez sur cette impression primaire, organique que vous avez sur le livre qui vous a poussé pour dire que, en fait, ce livre, je peux l'adapter? Ou est-ce que, malgré la recherche intellectuelle et tout ça, enfin, voilà, en fait, le processus de rapport qui se crée à ce moment-là, j'aimerais bien savoir comment ça se passe pour vous. Ben, en fait, sur ce film-là, encore une fois, je pense que c'est très empirique, ça dépend vraiment de chaque film, de chaque adaptation, si on parle d'adaptation. Le fait que j'ai eu peu de temps, je pense que ça m'a beaucoup aidé, parce que du coup, quand j'ai repris le projet, l'idée c'était aussi de tourner quelques mois après, quoi. 5 mois, quelque chose comme ça. Donc, j'ai pas eu le temps de me dire est-ce que je dois faire un travail d'enquête, est-ce que je dois... En fait, j'ai vraiment été dans un truc d'urgence d'écriture, et précisément, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Moi, oui, l'impression, la première impression, pour moi, elle a été vraiment une boussole. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, vraiment, il faut que je retrouve ces sensations, quelle que soit la manière dont je vais le raconter. Je trouve que c'est intéressant. Enfin, ouais, moi, ça m'a servi à creuser ça de manière pas très intellectuelle et plutôt instinctive. En revanche, par exemple, j'ai le temps de l'écriture et de la préparation, un livre de sociologie dont j'ai compris après que Leïla Slimani l'avait lu, mais c'est pas elle, c'est une amie qui m'en a parlé, c'est pas du tout Leïla Slimani, qui était un livre sur la relation entre la mère et la nounou. Ça s'appelle Qui gardera les enfants, je crois. C'est un très bon livre, excellent livre, qui m'a servi, j'ai ressorti notamment pour la scène du casting, puisqu'il y avait un chapitre qui s'appelait La cérémonie du recrutement. Et du coup, c'est un chapitre que j'ai fait lire, par exemple, à la fille qui a fait le vrai casting pour chercher des nounous, enfin qui a fait le casting figuration, etc. Que j'ai fait lire à Leïla Bekti et Antoine Reynard, qui jouent les parents, pour se préparer à cette scène. Enfin, je trouvais que c'était une bonne référence, donc je ne m'interdis pas d'avoir des références, au revoir. Un peu comme ça, intello. Et sinon, après, très vite, j'étais dans la logique de la dernière phase d'écriture d'un scénario, qui est la logique du moment où on prépare le film. Et où du coup, on est aussi dans une logique souvent économique, où on se dit, ah ben tiens, finalement, on a trop de scènes, qu'est-ce qu'on va enlever? On n'a pas ce décor, ah ben tiens, finalement, parce que l'écriture de scénario, c'est aussi ça, c'est aussi, même sans parler de logique économique et qui peut être de couper des scènes ou parce qu'on n'a pas les moyens ou je sais pas quoi, c'est aussi de se dire, ah ben, on avait prévu au scénario de tourner dans ce décor, je dis n'importe quoi, la fête foraine, et puis bon, finalement il n'y a pas de fête foraine, alors on va tourner où? On va tourner dans un parc, donc on réécrit en fait. Et tout d'un coup dans un parc, ben, il y a plus d'arbres, on va filmer les arbres, enfin vous voyez, tout d'un coup ça devient un truc où on est dans l'énergie de la fabrication. Et ça, j'ai l'impression que c'est un temps où on n'a plus tellement le temps de réfléchir de manière intellectuelle. Et en même temps, si on a mené un travail intellectuel avant, on est aussi porté par ça, mais par en dessous, quoi. Moi, je sais que sur le film sur les marins, par exemple, vraiment pendant plusieurs années, j'ai énormément lu, c'est-à-dire j'ai fait à la fois un travail d'enquête sur le terrain, en rencontrant beaucoup de gens, en faisant un voyage, et à la fois j'ai lu des livres un peu plus théoriques ou des livres de poésie, mais tout ça était lié. Et finalement, après, quand j'étais en train de faire le film, j'avais plus le temps d'ouvrir le moindre livre, mais c'était déposé, je pense, quelque part à l'intérieur. Après, c'est vrai, moi je suis d'accord que parfois on n'a pas envie forcément d'avoir tout le processus face à une œuvre. C'est sûr. Surtout, moi j'ai l'impression que parfois ça peut entraver la liberté du spectateur. C'est-à-dire que pour moi, le film, une fois que le film il est fait, ok, je peux dire c'est mon film, mais le film il est plus fort que moi en fait. Il vit sa vie et des gens vont le recevoir d'une manière que j'aurais pas pu prévoir en fait. Et j'aurais pas à leur dire vous avez tort, vous avez raison. Enfin, c'est comme ça. Donc on arrive à la fin un peu de cette masterclass. On va essayer quand même de faire
participer aussi le jeunes étudiants et étudiantes, professeurs qui sont parmi nous. Il y avait en gros, on va vous libérer d'ici 10-15 minutes. Après, on se donne 10-15 minutes maximum, après on va arrêter. On peut déborder éventuellement, mais c'est ça. Il y a une question ici. Et après, moi-même, j'ai une question pour vous dans la salle, si vous voulez bien répondre. Comment, en fait, que ce soit à l'ESAC, ou à l'ISAM, ou à l'EDAC, vous intégrez, on va dire, le scénario au cursus, ou en quoi ça fait résonance par rapport à ce qui vient de se dire. On commence par un jeune réalisateur qui est parmi nous. Mais moi, j'ai pas fait l'académie. Il n'a pas fait l'académie, mais il avait un. Je suis un peu dissocié. Mais tu as le droit de parler. Tu peux te présenter pour oui, en fait, je m'appelle Tarek. Je suis auteur et réalisateur. Et donc, et là, je travaille d'ailleurs sur un long métrage où j'adapte mon propre livre. Donc, c'est pour ça que je suis venu un peu, j'étais plutôt curieux. Donc, pour moi, déjà, la pratique du scénario en Tunisie, si on parle là, c'est. Je pense qu'on a une autre vision du scénario. Parce que je sais qu'en France, le scénario, il a une vie avant le film. Il sert beaucoup à financer le film, à trouver des partenaires, etc. Par contre, en Tunisie, c'est plus le commentaire, c'est plus la note d'intention, vu qu'on est plus dans une logique de culture qu'une logique d'industrie. Donc voilà, c'est plus ou moins la différence de point de vue. Par contre, pour en revenir au thème, ce que je voulais savoir, j'étais vraiment curieux, c'est le livre, c'est une création à part. C'est un propos et une subjectivité de quelqu'un d'autre. Et donc, vous étiez là à l'adapter en scénario. Et je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, à quel moment vous vous êtes dit, là, c'est mon œuvre. C'est plus l'œuvre de l'autrice, c'est mon œuvre à moi. C'est à partir de quel moment ça a basculé de la littérature au cinéma, à votre avis, dans votre point de vue? En fait, moi, assez vite, parce que justement, je devais tourner le film bientôt. Et du coup, c'était lié à tout un ensemble de prises de décision très concrètes de fabrication. Et du coup, à partir du moment où je me dis, en fait, moi, je me suis toujours dit, c'est mon film, quoi. Même si c'est pas un personnage que j'ai créé de toutes pièces, etc. Moi, à partir du moment où on m'a dit c'est toi qui fais le film, pour moi c'est mon film. J'ai pas de problème de légitimité, je sais pas comment dire. C'est peut-être aussi parce que moi j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal. Normalement, après j'ai fait donc j'ai fait en tout cas ce premier long métrage et un autre court métrage où j'avais complètement écrit le scénario, inventé, etc. Et avec beaucoup de plaisir, mais j'ai toujours beaucoup de mal à dire ce que le film veut dire. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que ça m'intéresse quand les films ils sont assez ouverts de ce point de vue-là, et je me sens pas propriétaire du sens du film, même quand c'est moi qui l'ai complètement écrit. Donc peut-être que ça me détendait aussi par rapport à cette œuvre, qui est par ailleurs très forte, qui a été surinterprétée et tout ça. Mais je me disais, voilà, après ça, les gens, ils en feront ce qu'ils voudront. Mais à partir du moment où, quand on fait un film, on prend quand même... C'est marrant parce t'as commencé en disant que j'avais plusieurs casquettes. Mais en fait, un réalisateur, normalement, il a toutes les casquettes. Hein, parce que il doit avoir un avis sur tout. C'est-à-dire sur la production, sur les acteurs, sur le déco, c'est ça qui est excitant, en fait. Moi, j'ai l'impression que quand j'étais... vraiment beaucoup plus jeune, j'aimais bien l'école et justement mon problème c'était j'arrivais pas à choisir parce que j'aimais bien toutes les matières et finalement le réalisateur c'est génial parce que tu choisis pas la matière en fait, tu as le droit de donner un avis sur tout et tu peux t'intéresser à tout, enfin c'est vraiment un métier que je trouve parfait, moi très à mon goût et effectivement du coup j'avais pas d'angoisse de me dire c'est pas mon film, jamais. Mais par contre c'est vrai que je sais pas si je dirais c'est mon œuvre, il y a quelque chose d'un peu... Et aussi parce que c'est vrai que je sais que
le film doit beaucoup à ce roman de Leila Slimani, voilà, qu'elle a inventé, en tout cas ce personnage magnifique qui tient. Voilà. Après, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé aussi, encore une fois, c'est très trivial, mais c'est le fait d'être repassée par l'expérience de la maternité du tout petit bébé, jusqu'au point où j'ai un moment décidé, et ça je pense que c'était une décision qui m'a aidé à m'approprier aussi l'œuvre, de faire jouer mon bébé. Puisque du coup, dans le film, le bébé est interprété pendant toute la première moitié du film par mon bébé. Et du coup, c'est une manière de s'investir vraiment d'investir le projet. Voilà. Et je regrette pas du tout parce qu'en plus, maintenant, quand je revois des petits morceaux du film, c'est tellement incroyable d'avoir enregistré en fait ces moments de vie, quoi. Même si ça paraît fou parce que le contexte du film n'est pas très joyeux. Voilà, je trouve ça super. Ok, merci. Juste, j'aurais bien aimé, comme vu que là vous vivez plusieurs écoles, si l'un d'entre vous avait envie de réagir au niveau du scénario. C'est l'année de design. Voilà. Bon, je n'enseigne pas le scénario, mais je pense que, modernement, qu'il y a plusieurs écoles pour le scénario. Il y a une section anglaise, française, non plus. En Tunisie, je pense qu'on est héritier plus ou moins de l'école française. L'école de l'auteur, réalisateur. Mais de plus en plus, depuis quelques années, c'est-à-dire on commence quand même à s'intéresser à cette écriture structurelle. Il y a de plus en plus d'ateliers, il y a de plus de disciplines, il y a de plus de sérieux, presque. Je ne dis pas de sérieux, mais de rigueur, disons, par rapport à. Parce qu'il y a de plus en plus de fonds. Donc, on écrit parfois aussi parce qu'on est obligé de déposer un dossier, donc d'être plus ou moins contraint. Il y a plus de liberté dans l'autre forme. Par rapport à l'adaptation, je reviens par rapport à votre démarche, votre approche. Moi, je pense que dans l'adaptation, il y a plusieurs aussi écoles. Si je prends l'école de Atiq Rahimi, par exemple, qui écrit et qui adapte lui-même, il y a un monde entre le livre et on reste toujours dans la même histoire, les personnages sont les mêmes, mais après, c'est quand même, le cinéma, c'est écrit dans l'image. Donc voilà, donc il y a une marge quand même de liberté, d'adaptation. Ce qui me gêne souvent, c'est l'utilisation de la trahison. Moi, je ne pense pas qu'il y a de trahison. Il y a quand même un autre imaginaire, il y a plus de liberté, il y a une certaine liberté. On part peut-être d'un seul point, et après, on est dans cet acte de création. Je pense que si on met cette marge de liberté, on est complètement. Non, c'est pas possible. Voilà, en fait, c'est pas possible. Puis surtout, c'est vrai que ça, c'est pareil, c'est lors d'une discussion où il y avait, en public où il y avait Leila Slimani, il y a quand même une vraie différence, puisque dans un roman, on peut tout d'un coup écrire une scène où il y a une bataille avec 5000 personnes et il y a de la neige, quoi. Voilà, ça, on sait que pour tourner une scène comme ça, c'est pas possible, parce que c'est trop cher. Enfin, voilà, c'est. Non, moi j'ai pris l'exemple d'Atiq Rahimi, parce qu'Atiq Rahimi, c'est des petits romans, donc c'est facile à. Mais quand on fait réellement la comparaison scène par scène, on se rend compte que lui-même. Il apporte autre chose. Évidemment. Mais de toute façon, on n'a pas du tout le même rapport à une scène écrite et à une scène filmée. C'est impossible. C'est sûr. À la limite, j'ai l'impression que c'est un peu différent avec le théâtre, parce que ça s'attache plus aux mots. Enfin, il y a quelque chose. Mais c'est vrai qu'avec le cinéma, on n'est pas dans le même rapport à l'objet, de toute façon. C'est impossible. Et oui, c'est sûr qu'après, il y a ça aussi dans la thématique de l'adaptation. Il y a des auteurs qui, d'ailleurs, deviennent réalisateurs pour adapter leur propre livre. Il y en a aussi en France pas mal. Voilà, il y en a aussi qui décident de travailler sur le scénario. Bon, moi, je pense qu'effectivement, c'est plus confortable d'avoir quelqu'un qui vous dit vas-y, fais ton truc. Tarak, tu voulais réagir? Non. Je fais un dernier tour dans la salle avant de clôturer. Tarak, non? Une réaction sur critique? Non. Non, mais bon, je voudrais peut-être en savoir plus sur la direction des enfants acteurs. Quand même, comment s'est passé votre rapport avec eux, le travail entier, quoi.
Bah ça, par exemple, c'est quelque part lié à la thématique de l'adaptation, parce que je parlais des figurants dans la neige, mais en fait, ça c'est typique. Dans un texte littéraire, on peut écrire de nombreuses scènes avec des enfants qui font des choses très folles, et tout d'un coup, quand on doit le faire pour de vrai, c'est une autre paire de manches, comme dirait ma mère. C'est plus compliqué, quoi. Enfin, voilà. Et effectivement, pour moi, ça représentait le grand défi de fabrication de chansons douces, puisque j'avais plutôt envie que les enfants ne disparaissent pas de cette histoire et en soient même des vrais protagonistes, que ce ne soit pas juste effectivement des objets, mais soit aussi des sujets, qu'il y ait des scènes qui soient de leur point de vue. Et donc, ça impliquait vraiment de trouver une façon de tourner, notamment avec la problématique un peu différente entre le bébé de moins de 2 ans et la petite fille de 5 ans. Pour les bébés, soyons clairs, on est dans un geste documentaire en fait, c'est-à-dire que les bébés, on n'a pas peur qu'ils jouent bien ou qu'ils jouent mal, parce qu'ils sont toujours très justes, ils sont à 200% dans l'émotion qu'ils expriment, mais par contre on n'a pas tellement le choix, c'est-à-dire qu'on doit faire avec ce qui arrive. Et du coup, en plus, on a respecté la loi française qui est de toute façon pour le bien-être des enfants, donc on tournait pas plus de 30 ou 45 minutes par jour avec un tout petit. Donc ça veut dire qu'on est en mode commando, que toute l'équipe technique elle est super prête, que les acteurs adultes, y compris les acteurs chevronnés comme Karine et Leïla, elles sont en capacité d'improviser, de s'adapter. Et franchement, c'était assez génial. Et ça, je ne savais pas du tout si ça marcherait ou pas, mais c'est assez miraculeux, puisque c'est même grâce au fait de tourner avec le bébé qu'on a certaines scènes qui sont apparues. Par exemple, la scène où Karine Viard fait le lion, qui est très impressionnante. Dans le scénario, c'est rien, c'est même pas une ligne. Et c'était une sorte d'impro. Et en fait, le truc qui fait que, non seulement c'est parce que Karine, elle y va à fond et que c'est très impressionnant, mais c'est aussi parce qu'on pensait que le bébé, il allait soit se mettre à pleurer, soit jouer. Et en fait, le fait qu'il ait aucune réaction et qu'il la regarde, genre, c'est très bizarre ce que tu es en train de faire, ça fait que je pense qu'elle a été encore plus loin dans son lion, ça fait que ça dure, et ça fait que la scène, elle devient une scène, en fait, elle devient intéressante. Et du coup, on la fait exister au montage, on la détache de la scène à laquelle elle devait se rattacher. Donc tout ça pour donner un exemple de quelque chose qui s'invente vraiment au tournage, et grâce à la spécificité de tourner avec des enfants. De même que le plan incroyable avec le petit à la fin sur le lit, qui lui tend son doudou, parce qu'on a l'impression qu'il a senti qu'elle allait pas bien. Enfin, vraiment, il y a un moment où ils jouent ensemble. C'est quelque chose qui, évidemment, n'était pas prévu, puisque moi, je peux pas dire à ce bébé qui ne sait pas encore parler, qui doit avoir 18 mois, tu vas faire ça. Enfin, ça marche pas. Donc ça, c'était de l'ordre des petits miracles, en fait, pour moi, qui ressemblent beaucoup à une écriture un peu documentaire. Et avec la petite fille, évidemment, c'est différent, puisque elle avait conscience de jouer un rôle, et en même temps, pareil, un temps de tournage assez limité, le tournage, en fait, complètement organisé en fonction, du coup, de ces scènes, etc., le plan de travail. On peut avoir 3 heures par jour, ce qui n'est pas beaucoup non plus. Et on avait fait une sorte de pacte, ses parents et la production, après avoir réfléchi, c'est-à-dire qu'on ne lui avait pas raconté la fin. Parce qu'on ne voulait pas qu'elle soit, comment dire, moi j'avais l'impression que si elle savait la fin, c'est-à-dire qu'elle va se faire tuer, en fait, ça allait la mettre dans une situation d'impossibilité de défendre son personnage. Ça faisait un truc où tu vas à l'abattoir et tu te défends pas. Comme elle était encore à un âge où la différence entre le jeu et la réalité est un peu poreuse, je me disais qu'elle risquait d'avoir peur pour de vrai de Louise, et ça je trouvais que c'était plus bien, parce qu'on ne voulait pas du tout la traumatiser. Et par contre, on lui avait quand même dit, voilà, on lui avait décrit son parcours de personnage en lui disant au début tu te méfies, et puis finalement tu l'adores, tu joues tellement bien avec elle, tu l'adores, puis des fois elle fait des trucs bizarres, donc au début tu trouves ça bizarre, et puis au bout d'un moment ça te fait peur, etc., etc. Et pour le coup, elle n'avait pas le rapport à l'écrit, c'est-à-dire que je ne voulais pas qu'elle apprenne, d'abord je ne suis pas sûre qu'elle savait lire déjà à l'époque, et je ne voulais pas qu'elle apprenne les scènes ou qu'elle prépare les textes, parce que sa grande force d'actrice, cette petite fille, c'est vraiment sa grande capacité d'écoute et d'improvisation et de concentration. Après, évidemment, ce qui l'a porté, c'est
de jouer avec des très bons acteurs, et notamment Karine Viard. C'est-à-dire qu'on a vraiment pu observer au fur et à mesure du tournage, elle était de plus en plus excellente, en fait, la petite, mais parce qu'elle se calquait, en fait, sur des bons acteurs. Moi, c'est ça que j'avais repéré déjà pendant le casting, c'était qu'elle était vraiment en écoute, quoi, voilà, face à ce qu'on lui proposait. Et en même temps, on la manipulait pas non plus. C'était important pour moi de ne pas la mettre dans une position de marionnette, quoi. C'est-à-dire que on ne lui faisait pas des surprises. Elle savait ce qui allait se passer dans la scène. Par exemple, cette scène de pipi dans le pot qui est un peu impressionnante, quoi. On lui avait dit ce qui allait se passer, mais par contre, elle ne pouvait pas s'empêcher de croire que peut-être ça allait se passer pour de vrai. Et du coup, c'est ça qui fait qu'elle est tellement tendue, qu'elle est tellement à fond. Voilà. Après, c'était aussi des moments pas forcément faciles, où mais d'ailleurs, c'est pour ça que c'était bien de lui avoir dit dès le départ, oui, si tu es choisi pour faire le film, tu vas voir, ça va être génial et tout ça, mais tu vas voir, c'est aussi un travail. Tu vas découvrir ce que c'est que le travail, comme papa et maman qui vont au travail. C'était vraiment l'idée d'essayer de parler d'égal à égal, pour qu'elle n'ait pas la mauvaise surprise de se rendre compte qu'au bout d'un moment, le tournage, c'est fatigant, elle peut en avoir marre, elle va plus tellement à l'école, il n'y a pas d'autres copains, copines sur le tournage. Donc on lui avait dit, tu verras, à un moment, ce sera difficile, mais si tu acceptes de faire le film, eh ben, c'est un travail, c'est comme si on faisait un contrat, donc voilà, il faudra que tu fasses, nous on compte sur toi pour que tu le fasses bien, etc. Et moi je trouve qu'elle l'a fait vraiment magnifiquement. Enfin, j'ai eu des bons retours des spectateurs en France, et j'ai pas manqué de l'appeler au moment de la sortie pour lui dire vraiment, tout le monde te félicite pour ton travail. Et après c'est aussi parce que je l'avais aussi sélectionnée parce qu'elle aimait vraiment ça. C'est-à-dire que je me souviendrai toute ma vie d'un moment où on faisait des exercices pour qu'elle apprenne à refaire le même trajet, parce que c'est quand même plus pratique pour la caméra. Et on faisait des exercices avec mon assistant, elle apprenait comme ça, on lui disait tu fais le même trajet, mais on changeait les émotions, quoi. C'était des situations genre, tu rentres de l'école, tu prends ton goûter, aujourd'hui t'es contente, aujourd'hui t'es triste, aujourd'hui t'es en colère, enfin... Et je la voyais faire le truc, je lui dis mais ça te plaît quand même, t'es contente de faire ça? Elle me dit ah oui, j'adore faire ça. Et en fait vraiment c'était important pour moi, que je sente que ça lui plaise vraiment, quoi. Et c'était fou d'ailleurs parce que ce truc de l'exercice, moi j'ai pas du tout essayé de lui donner une méthode ou je sais pas quoi, parce que j'y crois pas du tout à ça. Moi je pense que le fait de diriger les acteurs en fiction, c'est vraiment le cœur du travail pour moi, j'adore ça. Et je pense que j'ai pas de méthode et qu'il faut s'adapter, c'est à moi de m'adapter en fait à chaque acteur. Et là, alors que je lui avais rien dit, on lui dit, là tu rentres de l'école, tu vas prendre ton goûter, t'es en colère. Elle me dit, ah oui, parce que je me suis disputée avec ma copine. Je lui dis, ah bon, mais non, enfin, si tu veux. Ouais. Et je me suis dit, bah, elle a trouvé elle-même un espèce de truc de méthode Stanislavski, quoi. Ça y est, elle est en train de se... Elle a trouvé toute seule comment chercher sa colère et tout ça. Je trouvais ça assez beau, en fait. Voilà, cette petite fille merveilleuse. Merci Lucie, merci à vous. Merci.